Bonjour Didier, Oui, bonjour. merci beaucoup d'être avec nous et de nous avoir contactés. Donc vous nous avez contacté suite à un témoignage que vous nous avez dit avoir vu sur Jambo News, un témoignage d'Alphonse. Mhm. C'était un enfant rwandais qui est parti de Kigali, qui a fui au travers des camps de réfugiés du Congo, qui avait raconté son périple. Et suite à ce témoignage, vous nous avez contacté pour témoigner. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire d'abord la raison qui vous a donné envie d'à votre tour donner votre témoignage suite à ce que vous venez de voir? En fait, après avoir écouté le témoignage d'Alphonse, j'étais dans un monde où je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le même témoignage que moi. Et c'est quand j'ai écouté le témoignage d'Alphonse que je me suis dit, en fait, il y a aussi des jeunes de mon âge qui étaient là et qui sont en Belgique et qui témoignent. Donc, c'est cela qui a vraiment attiré mon attention par rapport à ça. Donc suite à ça, je me suis dit que je pourrais peut-être aussi témoigner, donner mon témoignage. Parce que même si on a eu le même parcours qu'Alphonse, mais il y a quand même des choses qui sont un peu différentes par rapport à ce qu'on a vécu. Alors, peut-être avant d'arriver sur les parties marquantes de votre vie que vous voulez partager au public qui nous écoute, je vous propose peut-être de retourner en arrière et de retracer d'abord votre vie avant cette période particulièrement marquante en RDC. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, où vous êtes né, où est-ce que vous avez grandi au Rwanda? En fait, moi je suis né dans une famille des intellectuels, et si j'ose le dire. Et c'est une famille qui vivait tranquillement avant le génocide. Et c'est quand le FPR a attaqué le Rwanda, qu'il y a eu beaucoup de partis politiques au Rwanda, que les choses ont commencé à changer dans ma famille. Parce que ma mère et une partie de ma famille a été fort actif dans ces partis politiques, ce qui un petit peu nous a en tout cas attiré l'attention euh, sur notre famille à cette époque-là. Vous aviez quel âge en 1990 au moment de quand le Bon, Rwanda en est entré en guerre? 1990, j'étais encore jeune, j'avais 3 ans, mais c'est en 1994 et j'avais 7 ans. Est-ce que vous vous rappelez parce que c'est une date en général que beaucoup de Rwandais se souviennent, de où vous étiez le 6 avril 1994, au moment où l'avion du président Habyarimana a été abattu, et quelle fut votre réaction et celle de votre famille? Moi, j'étais chez mon grand-père dans la province d'ici de Gitarama, donc dans la province d'ici, actuellement, précisément à Gitarama. Comme je vivais chez mon grand-père, donc nous, on l'a pas su le soir même, on l'a su le lendemain matin. Parce que je me souviens que mes deux tantes qui étaient présentes chez mon grand-père se préparaient pour aller à Kigali visiter leur grande sœur, donc la grande sœur qui était ma mère. Et j'avais beaucoup insisté pour partir avec eux, et puis mon grand-père m'avait dit non, il ne faut pas y aller, mais il ne savait pas déjà que le président allait être tué. Et puis le lendemain, donc, quand le président Abiyarimana est tué, il est venu dire à ses enfants très tôt le matin, et il ne faut plus aller à Kigali parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, que le président a été tué, qu'à la radio il ne se passe que des musiques de deuil, donc vous restez ici. Donc c'est ce souvenir qui me reste, qui est présent encore actuellement. Et puis après, comme je viens de vous le raconter, ma mère était active dans une partie politique, ce qui a fait que la radio elle me parlait de son nom au quotidien. Il dirigeait les gens pour aller la tuer là où ils habitaient. Donc après que le président fut tué, nous on a encore eu peur par rapport à ma mère qui était censée être tuée aussi à cette époque, vu son appartenance dans un parti politique qui n'était pas en accord avec le parti qui était au pouvoir à l'époque. Mais donc, si j'ai bien compris, vous n'étiez pas avec votre mère à ce moment-là, Non, moi je ne vivais pas avec ma mère parce que j'ai une autre histoire personnelle qui faisait que je vivais avec mon grand-père depuis que je suis né. J'ai été élevé par mes grands-parents. Et pendant les jours ou les mois qui ont suivi la date du 6 avril, vous êtes resté à Gitarama ou vous êtes petit à petit déplacé Nous sommes restés à Gitarama, donc un peu après ma mère aussi est venue, parce qu'elle a échappé belle, et puis elle est venue accompagnée par quelques militaires qui l'ont sauvée. Nous sommes restés là-bas jusqu'à ce que le FPR avance, et donc nous avons fui les bombardements quand la guerre est arrivée à Gitarama où nous habitions.
Nous avons donc été obligés de quitter le territoire où nous habitions aussi pour fuir un peu. Vous vous souvenez plus ou moins, c'était quelle période en 94? Je ne sais pas exactement dans quel mois nous avons quitté là-bas, mais je sais que mon grand-père disait on ne va pas quitter ici de toute façon, on va rester ici. Et puis d'un coup, il y a eu beaucoup de bombes qui sont tombées et tout le monde a pris ce qu'il pouvait prendre et puis on est parti. Et le lendemain, donc on a dormi sur une petite colline et puis le lendemain, mon grand-père a dit non, moi je retourne à la maison. Il a proposé à tous ses enfants, ceux qui voulaient continuer à fuir ou ceux qui voulaient rentrer avec lui à la maison. Et tous les enfants ont choisi de continuer de fuir et lui, il est retourné avec sa femme. Donc vous avez continué avec les autres? Oui, moi j'ai suivi les autres et malheureusement. Et donc vous aviez 7 ans à l'époque, est-ce que vous réalisiez déjà ce qui était en train de se passer? En fait, moi je suivais tout simplement. On avait peur quand il y avait des bombes, mais je ne me rendais pas compte de ce qui se passait vraiment. Et donc vous avez fui vers de quel côté? Donc peut-être que j'ai sauté quelque chose. Quand ma mère est venue de Kigali jusqu'à Gitarama, donc nous sommes restés là-bas chez mon grand-père, mais en même temps chez mon grand-père il y avait beaucoup de Tutsis que mon grand-père avait cachés. Il y en a aussi qui travaillaient pour ma mère qui sont venus de Kigali, qui ont été évacués avec elle et qui sont venus là-bas. Et donc ils sont restés là-bas, donc on voyait, j'ai peut-être pas évoqué la période du génocide et tout ça. Donc tous ces gens qui étaient cachés chez nous aussi pendant cette période, et puis voilà. Donc le lendemain, quand nous sommes séparés avec mon grand-père, nous avons pris le chemin. Je me souviens que nous avons passé 3 jours à marcher à pied jusqu'à arriver dans un petit coin qui s'appelle Eburanda. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit-là. Non, mais vous parlez donc c'était en pleine période du génocide. Est-ce que sur la fuite à pied, vous voyez par exemple des cadavres, des tueries qui se passaient, vous sentiez le climat de génocide après les bombardements que vous étiez en train de fuir? C'était après le génocide, je pense. C'était les corps, je les vois. Je n'ai pas d'image des corps. J'ai les images des corps quand on était encore chez mon grand-père, quand il y avait quelques voisins qui étaient tués, mais quand on marchait, je ne voyais pas encore, je ne voyais pas les gens qui étaient tués sur les rues. Ah, donc peut-être on va revenir en arrière avant de continuer. Donc quand vous étiez chez votre grand-père, là vous avez vu certains de vos voisins qui avaient été... Oui, il n'y en avait pas beaucoup, mais je me souviens d'un certain monsieur qui s'appelait Eugène. Je pense que c'était le seul Tutsi qui habitait dans le coin. Et je me souviens que beaucoup de gens, on l'avait tué, mais il n'était pas mort complètement. Et on a passé à côté de lui, il y avait certaines personnes qui se moquaient de lui. Et puis je sais qu'on m'a raconté... Donc il était agonisant, il y avait des personnes qui étaient en train de se moquer de lui en disant quoi? On lui raconta, ben voilà, tu avais dit que si FPR prenait le pouvoir, que tu allais diriger la région, que tu allais nous tuer. Je ne sais pas d'où venaient ces histoires-là, mais en tout cas, beaucoup de gens parlaient de méchanceté, en tout cas c'est lui. Et j'ai appris par après qu'on l'a enterré vivant, donc il n'était pas complètement mort qu'on l'a enterré. Vous avez d'autres images comme ça qui vous ont marqué pendant cette période-là? Je me souviens aussi déjà qui courait, qui passait en courant, qui fouillait en tout cas. Je me souviens, j'avais vu quelques garçons qui ont passé une fois chez mon grand-père en courant. Et je me souviens aussi des Tutsis qui étaient cachés chez mon grand-père. Et nous, mon grand-père c'était quelqu'un de très respecté dans la région et de très connu. Et donc ils avaient tué tous les Tutsis, mais ils savaient qu'il y avait des Tutsis chez mon grand-père, mais ils n'osaient pas venir. Il avait dit, et il avait pris sa machette, il avait dit, c'est lui qui osera venir chez moi, il va me voir. Mais je ne pense pas que les gens ne sont pas venus parce qu'il avait sa machette, mais c'est parce qu'il le respectait tout simplement. Parce que je me souviens que nous, on dormait dans la cuisine, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui dormaient dans les chambres, et vu que si on les mettait dans la cuisine, il y avait le risque qu'ils viennent les tuer la nuit, et ainsi de suite. Ils ont tous survécu à la fin? Oui, ils ont tous survécu. Et on n'est pas tous en contact, mais je sais qu'il y en a même beaucoup qui sont encore là. D'accord. Allez, donc on va retourner sur ce que vous nous dites tout à l'heure. Donc vous avez, vers la fin donc après quand le FPR a approché, vous avez commencé à fuir vers l'endroit que vous nommiez? Oui. Donc nous sommes allés jusqu'à Buranda.
Je connais cette région parce que j'ai étudié un peu plus tard à côté de cette région. Et donc c'est dans la commune, c'était la commune de Moulama. Donc nous sommes restés là-bas, je ne sais pas combien de temps. Si les dates, je ne vais pas trop me prononcer. Peut-être une semaine ou des semaines. Et puis il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont arrivés là-bas parce qu'il y avait beaucoup de gens qui fuyaient la guerre. Et puis nous avons continué notre fuite vers Gikongolo. Et donc c'est la partie là où il y avait l'opération turquoise, si je me... Donc nous sommes restés à Gikongolo longtemps, mais je ne sais pas exactement combien de temps. Et je me souviens que quand nous avons quitté Gikongolo, il y avait oui, des militaires français, oui. L'opération turquoise, oui, était là. Donc vous avez quitté Gikongolo pour aller vers le... Vers Kyangougou, mais nous avons quitté quand ils ont annoncé que Kigali était prise par le FPR. Donc là, nous avons dit que, en tout cas, ma mère et son mari, et c'est mes tantes, il y avait mes tantes, on était encore beaucoup, donc ils ont cherché comment on pouvait partir à Kyangougou et c'était difficile de trouver un taxi et je ne sais pas comment ils ont trouvé, mais on est parti dans un petit camion où on était au-dessus, mais il y avait plein de gens de Dikongolo jusqu'à Kyangougou. Mais étant donné que vous dites que donc votre mère était dans un parti d'opposition à l'époque, elle était menacée par le gouvernement, enfin dans les zones gouvernementales de l'époque, est-ce que quand le FPR a pris le pouvoir à Kigali, vous n'avez pas eu l'idée plutôt de revenir à Kigali et de quitter la zone où elle était plutôt menacée, surtout ça? Parce qu'il y avait aussi d'autres nouvelles qui venaient, des gens qui étaient tués par le FPR, et il y avait aussi des bombes, donc c'était difficile de rester assis alors qu'il y avait des bombes qui tombaient, donc voilà, les bombes ne choisissaient pas. Et puis par rapport à ce qu'on avait entendu, on avait vu, et donc on s'était mieux de fuir parce qu'on ne savait pas ce qui était vraiment derrière. Et donc là, vous dites après la prise de Kigali par le FPR, je crois qu'on devait être après donc le 4 juillet 94. Et donc petit à petit, après Kyangougou, vous êtes allé vers où? Donc nous sommes restés à Kyangougou encore, nous n'avons pas directement traversé la frontière. Je ne sais pas, on attendait, je me souviens d'un certain Maurice qui devait nous aider pour traverser parce qu'il avait une voiture. Et puis il n'est pas venu, et puis nous sommes partis vers Bukavu. Nous sommes restés au collège Al-Fadjil, là où il y avait beaucoup de réfugiés. Ce collège, je me souviens encore, il y avait beaucoup de réfugiés, donc nous sommes restés au collège Al-Fadjil jusqu'à ce qu'on nous conduise dans les centres de réfugiés. Et quel est le premier centre de réfugiés où vous avez été conduit? On nous a conduits dans le centre de réfugiés qui s'appelait Inera. Oui. Et donc nous avons vécu à Inera. Mais un peu plus tard, une de mes tantes s'est mariée, donc elle est partie vivre dans le centre à côté de Kachoucha, où j'ai aussi vécu avec elle dans ce centre. Est-ce que vous pouvez décrire peut-être à ceux qui n'ont pas connu les camps de réfugiés à quoi ça ressemblait, surtout en cette journée, on approche du 20 juin, de la Journée internationale des réfugiés, pour leur donner une idée de à quoi ça ressemble? En tout cas, ce que j'ai entendu, c'est que ces deux camps, c'était des plus grands camps de réfugiés dans le sud Kivu, parce qu'il y avait aussi des camps du nord Kivu, mais nous étions donc dans le sud Kivu. Inera et Kachoucha, il y avait peut-être plus de 150 000 personnes, c'était énorme. On vivait dans les tentes. Quand on est arrivé là-bas, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas d'eau potable, donc il y avait beaucoup de maladies à l'époque, il y avait beaucoup de morts, c'était sale, c'était pas propre, les gens mouraient de faim, mouraient de maladies. Donc on habitait les uns à côté des autres. Petit à petit, il y a eu des installations de l'agence de l'ONU pour les réfugiés, le HCR qui est venu, donc ils ont commencé à construire des toilettes, à nous donner des tentes. Donc voilà, on a commencé à s'installer progressivement, mais bon, dans un camp de réfugiés, ça veut dire qu'il y avait des foyers, une sorte de foyer où les gens partageaient les toilettes, et peut-être une cinquantaine de personnes qui partageaient une toilette de familles différentes. Donc vous imaginez les conditions d'hygiène. L'eau, on allait puiser de l'eau très très loin. Nous les enfants, en tout cas, on se réveillait le matin, on allait chercher de l'eau très loin pour pouvoir... parce qu'il n'y avait pas d'eau potable dans les camps.
Et il n'y avait pas de poubelle pour remettre les déchets. Donc voilà, c'était vraiment un mélange de tout, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et pour manger, par exemple, c'était... Pour manger, donc quand on est arrivé dans les camps de réfugiés, il y a eu des ONG internationaux qui sont arrivés, et le HCL aussi. Ils ont commencé à distribuer des vivres, et des maïs, de l'huile, et du sucre, et des biscuits. Donc, j'en ai pas tous les souvenirs, mais je sais qu'ils avaient divisé le camp en quartier, en une sorte, c'était une organisation des camps de réfugiés où ils disaient par exemple, et je sais pas si je peux dire ça, le quartier 1, 2, 3, 4 et jusqu'à 10 ou je ne sais pas combien de quartiers il y en avait. Donc chaque quartier avait son jour d'aller prendre des vivres. Donc il y avait un qui recevait lundi, les autres mardi, ainsi de suite en fonction de là où vous habitiez. Ils ont commencé aussi à construire des écoles, mais c'était le camp d'Inera où étaient concentrées les écoles. Je sais que les gens qui habitaient par exemple dans le camp voisin de Kachoucha, ils venaient à étudier à Inera. Pouvez-vous nous raconter, par exemple, une semaine type, comment ça se passait? Enfin, en commençant par une journée type, et puis si ça... C'est difficile de le décrire parce que c'est des souvenirs qui sont quand même un petit peu lointains. Mais nous, par exemple, le matin, on allait chercher de l'eau. Les enfants, en tout cas, les plus âgés, ceux qui... Les gens ont commencé à s'installer progressivement et puis il y en a qui faisaient un peu de commerce, qui commençaient à vendre de l'alcool qu'ils allaient acheter chez les Congolais et puis ils venaient dans les camps de réfugiés pour vendre de l'alcool. Il y en a d'autres qui allaient cultiver dans les champs de Congolais. Et donc les mamans, les papas, ils se réveillaient le matin, ils partaient pour chercher quelque chose. Les enfants, nous, on allait chercher de l'eau, on allait chercher pour cuisiner, je ne sais pas comment je peux dire, on allait dans la forêt pour chercher de quoi pour cuisiner à manger. Je me souviens que c'était difficile d'avoir tous assez pour, pour satisfaire tous les réfugiés qui étaient là-bas, quoi. Donc on allait souvent très loin dans les forêts lointaines où les Congolais, on n'était pas les bienvenus aussi dans les forêts des Congolais pour chercher des arbres qu'on pouvait utiliser dans les camps de réfugiés. Et vous alliez à l'école en tant qu'enfant ou... On allait à l'école, oui, on allait à l'école, mais c'est aussi des souvenirs lointains. Mais je me souviens qu'il y avait des écoles, mais on n'allait pas tous les jours. Et comme il y avait beaucoup d'enfants, il y en a qui allaient le matin, d'autres le soir, peut-être 3 jours par semaine. Donc c'était pas régulier, mais ça commençait à s'installer progressivement dans les camps. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous finissiez par quitter le camp? Et donc, en 1996, si mes souvenirs sont beaux, il y a eu la guerre qui a commencé. Donc vous avez passé environ 2 ans dans ces conditions? Oui, voilà, dans ces conditions. Au départ, très difficile, et puis progressivement, la vie commençait à reprendre et on commençait aussi à s'habituer. Et puis en 1996, il y a eu la guerre qui a commencé au Congo. Au départ, nous, on l'entendait de loin. On entendait, en tout cas, les bruits des bombes, et on entendait les bruits des armes. Mais c'était encore plus loin. Mais il y avait apparemment des militaires qui bombardaient les camps de réfugiés qui étaient proches de Bukavu. Ça a commencé comme ça. Et puis je me souviens qu'il y a une détente qui vivait dans un camp qui s'appelle les Hongo, je pense, si je me souviens bien. Donc ils ont fui, ils ont attaqué le camp. Il y en a qui ont été rapatriés vers le Rwanda. Et puis il y en a d'autres Quand vous qui dites ils ont attaqué le camp, c'est ce que vous voulez dire? C'était apparemment les militaires qui venaient du Rwanda. C'était en tout cas les militaires qui venaient du Rwanda. Au départ, on disait que c'était les militaires de Laurent Désiré Kabila. Donc qui à l'époque était opposé à Mobutu et qui voulait prendre le pouvoir au Congo. Par après, nous avons compris que c'était une grande partie des militaires rwandais qui le soutenaient, donc qui menaient cette guerre avec lui. Et donc, vous avez entendu ces attaques sur les camps voisins. Et à quel moment est-ce que c'est arrivé à Inera? Donc, on a commencé à voir quelques réfugiés qui sont venus. Donc là, je vous ai raconté de ma tante qui habitait à Orongo. Il est venu vivre chez les de mes oncles qui habitaient à Kachoucha. Donc, on a vu que les choses étaient sérieuses. Et puis, plus les jours avançaient, plus on entendait les bruits des armes plus proches de nous. Et donc, à un moment donné, notre camp aussi a été attaqué. Nous avons été obligés de le quitter.
Vous avez des images de l'attaque du camp ou bien vous êtes parti avant qu'il y ait quelque Non, chose on n'est pas parti avant. Je me souviens qu'il y avait quand même beaucoup de rumeurs qu'on allait être attaqué vu que les autres camps de réfugiés avaient subi le même sort. Et donc, c'était vers 10 heures du matin. Il y avait beaucoup de soleil et je me souviens très bien ce jour-là. On se préparait pour aller chercher du bois pour cuisiner comme d'habitude. Et donc, nous avons entendu les bruits des armes qui tombaient dans le camp. Le bruit, donc, il y avait des bombes qui tombaient dans le camp. Il y avait toutes sortes d'armes qui étaient utilisées pendant cette guerre. Et donc, nous avons pris la fuite. Et depuis ce moment-là, nous avons pris la fuite. Et en fait, le cas d'Inera se trouvait sur une colline. C'était vraiment une sorte de colline. Et, bah, ouais, c'était plusieurs collines, mais qui se succédaient, mais c'était en tout cas réparti sur une sorte de colline. Et en bas de cette colline, il y avait une route macadamisée. Et cette route séparait le camp d'Inela et le camp de Kachoucha, qui étaient tout proches. Et donc, une grande majorité déjà qui se trouvaient dans le camp de Kachoucha ont pris la route macadamisée pour fuir, parce que les deux camps ont été attaqués en même temps. Et nous, il y avait aussi des gens qui se trouvaient dans le camp d'Inera qui ont suivi donc la route macadamisée. Mais nous, comme on se trouvait sur la colline un peu plus haut, nous avons monté cette colline pour fuir. Et en fait, le camp d'Inera se trouvait en bas d'une montagne ou d'un parc de Causi Viega. Je pense que c'est Causi Viega. Et donc, du coup, nous avons monté vers Causi Viega, comme une majorité déjà, en tout cas, qui était sur Inera, à la partie plus haute du camp d'Inera. Beaucoup de gens qui habitaient là-bas ont pris ce chemin-là. Et donc, nous avons monté vers Kaouzi-Biega, les familles se séparaient, on voyait des blessés. Moi, j'ai encore l'image d'une femme qui marchait devant nous, qui avait des fesses, qui était blessée au niveau des fesses, et on voyait des sacs couler. Et puis, il y avait d'autres personnes qui avaient été blessées par des armes, des bombes, et qui n'arrivaient plus à marcher. Et nous avons donc eu beaucoup de chance et nous sommes évacués du centre et sans problème. Bon, sans problème, sans blessure, je veux dire. Mais au départ, on était tous séparés, la famille était très séparée, on ne savait pas qui se trouvait où. Et c'est vers le soir qu'on a commencé à se retrouver. Donc moi, je me suis retrouvé avec mon bon-père et avec ma petite sœur. Une de mes tantes aussi qui nous a trouvés. Et puis ma mère est venue après. Par contre, mon petit frère, il n'avait pas passé la nuit avec nous ce premier jour, donc il était perdu. Et le lendemain matin, donc on a continué à chercher dans la foule et on l'a trouvé. Nous avons donc continué à monter vers le parc Kaouzi Biega, une grande forêt, un parc. Il y en a qui disent que c'est un parc et d'autres que c'est une grande forêt. Donc nous avons continué vers Kaouzi Biega. Et puis nous montons des montagnes et descendons d'autres. Il y avait des rivières partout, un peu partout. Il y avait des endroits où il y avait la boue, où c'était très très difficile de traverser. Certaines personnes les plus âgées disaient qu'il s'agissait des endroits où vivaient les animaux. Il y en a qui disaient il y a les lieux qui vivent là. Chacun racontait son histoire, mais en tout cas, on voyait qu'il y avait quand même des endroits où vivaient des animaux. Mais tous les animaux avaient fui, parce qu'en attendant les bruits des armes, les animaux aussi avaient peur, ils partaient. Donc, on n'avait pas vu des animaux quand on traversait la Kaouzi-Biega. Il y a même des endroits où c'était très difficile pour nous, les plus jeunes, de traverser ça, parce que quand tu mettais ton pied dans la boue, tu risquais même de se perdre. Il fallait au moins une personne adulte pour te tenir, parce qu'ils arrivaient avec leur taille, ils arrivaient à traverser, mais pour les petits, si tu n'étais pas soutenu, c'était très difficile de traverser. Et j'imagine que même il y a peut-être des personnes qui se sont perdues dedans. Nous avons marché en tout cas, je ne sais pas combien de jours dans cette forêt, dans ce parc. Et puis après, nous avons donc sorti de Kaouzi Biega. Après, je ne sais pas si c'est des jours ou 3 jours, je ne saurais pas vous dire. C'est des histoires, c'est une histoire un peu plus ancienne. Puis donc, nous sommes sortis de là. Et puis,
Les gens on a marché un peu et puis il y a eu le premier cas qui était fait derrière, mais c'était pas beaucoup de gens. On est resté quelques jours. Puis après, il y a d'autres personnes qui sont venues après qui ont commencé à nous dire qu'il faut fuir parce que l'armée d'IFPR et de Laurent Désiré Kabila allait encore nous attaquer. Et donc là, nous avons commencé encore à marcher, à prendre la fuite pour sauver notre vie. Vous venez des récits des survivants, c'est des gens qui avaient vu l'armée directement, il y avait des témoignages ou bien... Oui, il y avait des gens qui avaient des blessures et il y avait des gens qui nous racontaient que dans les camps de réfugiés, tous les gens qui n'ont pas pu sortir, ils ont tous été massacrés, qu'il y avait énormément de corps. Donc il y avait des histoires différentes et chacun avait son témoignage et je pense que beaucoup étaient vrais vu la situation dans laquelle nous avons quitté le camp de réfugiés. Donc vous avez continué jusqu'à quel moment, à quel endroit? Nous avons continué à marcher. Donc on marchait tous les jours, du matin au soir. On se posait tout simplement le soir pour cuisiner, pour chercher de l'eau à boire. Et puis le lendemain matin, on prenait encore la route. Puis on avançait, on a rencontré des gens. Donc moi, je vous ai raconté qu'il y avait des gens qui avaient fui la route macadamisée quand on a quitté le camp. Ils sont partis là où on appelait Changi. Vous avez une idée de l'échelle de combien de personnes il y avait en fait? Je ne sais pas vous dire. En tout C'est cas, des milliers de milliers. énormément de monde. Énormément de monde. Et c'était pas que les gens qui étaient à Kachoucha ou à Inera, c'était aussi des personnes qui venaient d'autres camps de réfugiés un peu partout parce que tous les camps ont été attaqués. Et en tant qu'enfant, est-ce que vous, à ce moment-là, vous aviez une conscience de pourquoi vous êtes en train de marcher, ou posiez des questions ou bien à votre beau-père, ou bien vous faisiez que suivre le mouvement? On suivait, mais en même temps, on savait qu'il y avait la mort. Parce qu'on avait déjà vu les gens qui étaient blessés, on avait entendu les bruits des armes, et donc c'était pas un jeu. C'était difficile pour un enfant d'imaginer ce qu'on traversait, mais en même temps, on voyait la mort autour de nous. Et puis, tous ces gens blessés, on les voyait parfois, ils n'arrivaient pas à avancer. Si la route où on passait, il y avait énormément de gens qui mouraient à gauche, à droite. Et moi, je me souviens d'une personne, une dame, qui était une voisine de chez mon grand-père et on l'a trouvée morte. Elle n'était pas encore morte, mais elle était sur la route, elle allait mourir. Il lui restait encore un peu d'air pour respirer, mais les gens qui le connaissaient, ils ont juste mis une pagne et puis on continuait. Donc il y avait plein de gens qui mouraient. C'était quoi, de maladies, d'épuisement, c'est ça? D'épuisement, des blessures. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas assez de nourriture. Puis beaucoup de gens n'avaient plus à manger. Ils allaient dans les champs de Congolais, les Congolais qui les chassaient, qui les tuaient aussi, parce que quand on t'attrapait, donc et aussi ils défendaient leurs champs. Donc c'était multifactoriel et les gens ils mouraient de plusieurs choses. Parce que je reviens encore à une petite question, peut-être pour essayer de visualiser vraiment cette traversée dans le regard d'un enfant. Parce que je me dis, voilà, je marche avec un enfant de votre âge, de 7 ans, pendant 2 ou 3 heures. Je pense qu'au bout de 3 heures, l'enfant va commencer à pleurer, va plus vouloir avancer. Et vous, tous les jours, vous avanciez, vous étiez, parce que je suppose que vous étiez au bout de vos forces d'enfant, après même pas 48 heures. Après. Oui, là j'avais 9 ans, mais oui, on a continué à marcher, on n'avait pas le choix. Je pense que, vu ce qu'on avait vu, je pense qu'il y a déjà il y a l'innocence qui se perdait un peu. Hein. On savait qu'il y avait la mort derrière. On voyait déjà qu'ils mouraient, donc on voyait aussi des enfants qui mouraient. Et puis il y avait beaucoup d'enfants qui étaient séparés de leurs parents. Donc c'était pas facile. Et il y en a qui suivaient les autres et tout simplement qui n'avaient personne. Et même ceux qui étaient avec leurs parents, c'était pas toujours facile. Ils n'avaient pas toujours à manger, la maladie, les blessures, l'épuisement. On voyait tout, donc on pensait que ça pouvait nous arriver aussi, oui. Et juste pour en terminer avec les questions pratiques, quand vous dites à manger, donc vous avez pris dans votre sac à dos, c'était quoi comme type de vivre? Est-ce que vous aviez un espace pour peut-être préparer la nourriture, ou bien c'était de la nourriture plutôt... En tout cas, dans notre famille, avant de partir, avant que le camp soit attaqué, on s'était préparé. Il y en avait qui avaient mis des casseroles dans un sac, l'autre qui avait pris un peu de sac, un peu de la farine de maïs,
d'autres qui avaient des halicots, mais voilà. On s'était préparé comme ça, mais après tout est fini. Même pas une semaine après, on n'avait plus rien. Heureusement, on avait encore un peu d'argent, on pouvait encore acheter certaines choses et dans certains villages congolais, là où on passait. Et donc là, on pouvait parfois acheter un peu de farine de manioc et une farine de maïs pour continuer. Ou alors des maniocs aussi, il y avait pas mal, on a mangé pas mal de manioc sur la route, oui. Et donc vous avez continué jusqu'à quel endroit? Donc nous avons continué et c'était pas toujours facile parce il y avait des gens qui étaient devant qui cherchaient le chemin. Il y avait pas mal de gens qui ont fait partie de l'armée donc d'avoir le génocide de l'ex-force armée rwandaise. Ils cherchaient souvent le chemin et puis alors les autres ils suivaient. Et donc parfois le FPR aussi, en tout cas l'armée de Kabila, qui était soutenue majoritairement par les Rwandais, et l'armée du Rwanda, avançait, ils nous suivaient. Et on commençait encore de nouveau à entendre les bruits des armes qui n'étaient pas loin. Donc je me souviens qu'à un moment donné, on était vers 18h du soir, en tout cas le soir avant de dormir, parce que là-bas le soleil se couche à 18h, donc il commençait à faire noir. Et là, il y a des gens qui nous disent vous devez continuer, vous devez reprendre le chemin parce qu'il y a le pont qui est devant. Si vous ne le traversez pas, on va le casser parce qu'on veut casser que les gens qui nous suivaient puissent nous poursuivre. Donc, du coup, on a Donc ceux qui ont dit continué. ça, donc c'est des militaires Oui. des forces armées rwandaises. Oui, anciennes, oui. d'accord. Donc on a continué, on a traversé ce pont et ils nous disaient qu'après que tous les réfugiés puissent le passer, ils allaient le casser pour arrêter un peu l'avancement de l'armée rwandaise, du FPR et de Kabila. Donc on a continué à marcher, je ne sais pas combien de jours, je ne sais pas combien de semaines. Et puis on est arrivé dans le camp de réfugiés de Tingitingi. Donc là, il y avait pas mal de remèdes qui disaient que l'armée congolaise allait répliquer, allait se battre avec l'armée de Kabila et que donc on allait se poser un peu pour attendre ce qui allait arriver. Donc les gens avaient l'espoir que la guerre pouvait s'arrêter là et qu'on allait s'arrêter là. Donc à Tingitingi, on s'est arrêté. Je ne sais pas combien de temps on est resté, mais en tout cas, je crois quelques semaines. Il est notamment connu pour la fameuse visite de Emma Bonino, qui était commissaire européenne, je pense, à l'aide humanitaire à l'époque. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de sa visite à Tingitingi ou bien Oui, je me souviens parce que j'étais parmi les enfants qui l'ont accueilli. Oui. Ah, d'accord. J'étais là-bas. Donc on est resté à Tingitingi et c'était aussi les premiers camps de réfugiés on a vécu à Inera et Kasha étaient beaucoup beaucoup mieux parce qu'à Tingitingi il y avait toutes sortes de souffrances. Les gens étaient séparés, beaucoup d'enfants sans parents, beaucoup de personnes blessées, les gens avaient traversé un long trajet, la fatigue et les maladies, et c'était encore la promiscuité, le manque d'hygiène, et il y avait tout. Les gens ils mouraient tout le temps. Nous on habitait sur le chemin qui allait au cimetière de Tingitingi, mais tous les jours, tu disais que c'était les gens, comme si les gens allaient au marché. Il y avait plein de gens qui passaient pour aller enterrer les gens à Tingitingi. Donc c'est quoi, ils portaient des corps, c'est ça Oui, ils portaient des corps. Donc tout au long de la journée, quasiment. Tout au long de la journée. Nous, on habitait vraiment tout près de ce chemin-là. Et j'ai encore des images, je vois encore des gens qui passaient tous les jours pour aller enterrer les gens. Et les corps étaient recouverts à ce moment-là? Oui, quand ils passaient, les corps étaient recouverts. Et donc, voilà. Mais il y avait toutes sortes de choses qui pouvaient tuer les gens. Moi, je me souviens aussi, j'avais des blessures. Parce que quand on avait quitté le camp de réfugiés, on a passé dans la forêt. Parfois, les arbres, ils vous perforaient, mais vous ne le saviez pas. On avait des plaies infectées, mais mes plaies infectées, je me souviens que j'avais des plaies infectées là-bas, mais ils n'étaient pas comparables à ce que je voyais d'autres. Il y avait un centre de santé qui a été ouvert un petit peu à Tingitingi. Je me souviens que je suis allé me faire soigner, mais quand je voyais ce qu'il y avait, je me disais, même moi, je ne fais rien ici parce qu'il y avait tellement de blessures, tellement de souffrances, et des enfants malnutris, tu voyais que les os qui restaient. C'était vraiment un cas de toutes sortes de souffrances.
Vous êtes resté dans cette ambiance mortifère, si jamais je peux dire ça comme ça, pendant combien de temps? Le temps, je ne sais pas vous le dire. Peut-être quelques semaines, oui. Quelques semaines. Oui. Et vous vous rappelez la raison pour laquelle vous avez quitté Tingi Tingi et vous avez quitté pour Et aller où? donc, au départ, Tingi Tingi, les gens avaient beaucoup d'espoir. Et ils disaient, voilà, il allait y avoir que l'armée congolaise allait reprendre la partie qui était prise par Kabila et par le FPR. Mais ça n'a pas été le cas. Il y avait un avion qui passait souvent au-dessus de Tingi Tingi et puis les gens avaient beaucoup d'espoir en disant, voilà, c'est l'avion qui va lancer les bombes à Bukavu ou quoi pour reprendre le territoire, mais ça n'a pas été le cas. Donc au fur et à mesure que les jours avançaient, les choses ont changé et puis il y a eu des rumeurs qui circulaient que le FPR était tout proche. Et les plus intelligents, ils sont partis très tôt et puis les autres ont commencé à entraîner parce que les gens étaient fatigués. Et puis nous, je me souviens qu'on a quitté vers 16h, comme ça on a quitté le camp, mais je pense... On n'a pas quitté parmi les premiers, mais on n'a pas quitté non plus parmi les derniers. Je crois qu'on était parmi les gens qui ont quitté au milieu au milieu. Et vous avez entendu de nouveau des bruits de balles ou bien non? Vous Là, avez il n'y a quitté pas avant eu que de ça bruit commence? de bar, mais c'était juste par précaution. On avait dit on va quitter. Mais quand nous avons quitté, il y avait déjà des infiltrations de l'armée rwandaise, en tout cas des FPR, parce que nous avons quitté vers 16h, et puis nous avons, à côté de Tingi Tingi, il y avait une ville qui s'appelait Lubutu. C'était une ville où quand on était à Tingi Tingi, ceux qui faisaient un peu de commerce allaient chercher des choses là-bas. Et puis nous avons avancé donc vers cette ville-là. Et déjà, ils disaient qu'on avançait vers la Centrafrique. Et puis en arrivant à Lubutu, il y a eu une voiture qui a foncé vers les gens. Mais apparemment, c'était fait exprès. Et d'un coup, il y avait un pot à Tingi Tingi, non, à Lubutu, et c'était un pot, il y avait une grande rivière, il y avait un long pot qui traversait cette rivière-là, qui permettait aux gens de traverser. Et puis la voiture a enfoncé dans une foule de réfugiés qui essaient de traverser le pont. Et puis d'un coup, il y a eu aussi les bruits des armes qui ont commencé à... En fait, ils ont commencé à tirer sur les gens en même temps que la voiture est enfoncée sur le pont parmi les réfugiés. Donc on dirait que c'était coordonné entre Voilà, c'était coordonné. l'attaque avec la voiture à l'avant. Oui, oui, oui. C'était coordonné et c'était très très difficile de traverser ce pont. C'était une rivière énorme. Ceux qui savaient nager, ils ont nagé. Et puis il y en a d'autres qui étaient sur le pont. Il y en a plein qui sont tombés dans l'eau, qui sont morts. D'autres qui sont morts de balles et d'autres qui sont morts de voiture. Et puis le fait que la voiture a enfoncé parmi les gens aussi a fait que... le fait que la voiture a enfoncé parmi les gens a fait que les gens se sont entretués et la foule tu enfonces la voiture dans la foule et les gens ils passent à gauche à droite, il y a eu énormément de morts et je me souviens que nous avons traversé la rivière dans l'eau, on ne savait pas nager mais je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a pris la main et moi il m'a tiré, mais il y en a beaucoup de gens qui sont morts là-bas. On entend beaucoup parler du pont de Lubutu dans beaucoup de témoignages. Oui. Et donc à ce moment-là, vous étiez toujours avec votre beau-père, avec votre petite sœur et votre petit frère, ça? Oui. À Tingi Tingi, on avait retrouvé ma mère aussi, mais là, on était de nouveau séparés et ma tante aussi, une des tantes qui vivait avec nous. J'avais aussi notre famille qui était à Tingi Tingi, et des oncles et des tantes, mais voilà. Donc on a traversé le pont de... Non, nous, on n'a pas traversé le pont, on a traversé la rivière. Puis on a continué à marcher. Vous traversez la rivière, vous aviez pied alors au niveau de la rivière? Oui, on a mis pied. Moi, il y a quelqu'un qui m'a tiré en tout cas, je ne sais pas qui, mais c'est quelqu'un qui m'a pris la main, il savait nager et puis il m'a fait traverser. En même temps, mon bon-père a pris ses enfants aussi, il les a fait traverser. Et puis on a traversé la rivière et puis on a marché encore pendant toute la nuit. On s'est posé. Et puis le lendemain, on a continué à marcher, on a retrouvé ma mère, on a retrouvé l'une de mes tantes, et puis on a continué à marcher, et donc c'était le chemin jusqu'à Ubundu. Et Ubundu, c'est... En fait, nous avons continué à marcher, donc les gens disaient qu'on allait vers la Centrafrique, mais... Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont dit pour aller en Centrafrique, il faut passer par Kisangani.
Mais apparemment, Kisangani était déjà dans les mains des FPR et l'armée de Kabila. Donc, ils ont dit, voilà, vous ne pouvez plus passer à Kisangani, vous devez changer le chemin. Parce que là, on suivait la route macadamisée qui allait vers Kisangani. Mais comme Kisangani était pris, ce n'était plus possible de passer par là. Donc, ils ont dit, voilà, vous allez passer, c'est un autre chemin. Et on est parti vers... ils ont tourné le chemin, je ne sais pas comment ils le faisaient. Et puis, on est arrivé à Ubundu. À Ubundu, en fait, c'est la rivière fleuve Congo, la fleuve Congo qui passe par là. Je crois que c'est je sais pas comment on dit en général, il y a des affluents je sais pas. Du Nil Non. Donc là où passait, en tout cas, c'était pas vraiment le fleuve Congo déjà, mais c'était... Ah, ok. Oui. Donc on a passé là-bas, et puis c'est Ubundu, la rivière, le fleuve Congo, la partie qui se jette finalement, qui devient le fleuve Congo, donc il passait par là. C'était difficile de le traverser parce que c'était un long fleuve et c'était pas des petites rivières qu'on était habitué à marcher dedans. Et c'est là où on était obligé de rester par là. Et puis il y avait des rumeurs qui circulaient que le HCR allait envoyer des bateaux pour nous faire traverser. Je ne sais pas qui avait lancé ces informations. Donc on est resté là-bas peut-être 4 jours, quelque chose. Donc vous restiez au bord du fleuve à ce moment-là? Oui, au bord du fleuve. Il y avait plein de gens aussi. Là, de nouveau, à titre de chef, c'était des milliers de personnes. Oui, c'était chaque fois beaucoup de gens. Beaucoup de gens, parce qu'il y en a qui étaient vraiment proches du fleuve, et nous, on était, bon, pas plus loin, mais on se positionnait en fonction de l'ordre d'arrivée, quoi. On attendait que ces bateaux puissent arriver et nous faire traverser. Et puis les jours passaient, puis les gens commençaient à avoir peur, ils disaient, c'est pas possible, ils vont jamais venir. Donc les gens ont commencé à payer les Congolais pour nous faire traverser la rivière. Avec des bateaux de fortune, je ne sais pas comment on dit, des bateaux... Des bateaux de fortune. Voilà. Et je suppose, à ce moment-là, vous dites que vous avez passé 4 jours, donc vous n'avez plus de vie, je suppose que vous étiez plus de vivre, et donc je suppose que vous étiez éloigné un peu de toute civilisation. Pour manger, comment vous faisiez? Est-ce que vous savez toujours vous ravitailler dans certains villages, ou bien c'était... Il y en a en tout cas qui allaient voler dans les champs de Congolais. Moi, ma famille, on a eu la chance, et mon bon-père en tout cas, il avait un peu d'argent, parce qu'il était commerçant dans le camp de réfugiés, il avait quelques dollars. Donc on n'avait pas assez à vivre, mais on ne pouvait pas mourir encore de faim. Il achetait quand même quelques produits, et puis on avait toujours un peu de choses à manger. Et donc là-bas, j'ai une histoire qui m'aurait dans la tête. Il y avait une femme qui allait mourir. Elle est morte même, parce que je l'ai vu chanter. Même le chant qu'elle a chanté, cette femme, je l'ai jamais oublié. Et donc... je l'ai vue en train de chanter alors qu'elle allait mourir. Et puis, vous voulez partager le chant, vous en souvenez? Le chant qui dit Alindirimbo nziza nazi nzaziririmbira mwijuru nugunago bw'ururimi uzalungo butolam. Cette chanson, en fait, quand je l'ai entendue, je la connaissais pas, mais l'une de mes tantes connaissait cette chanson. On était ensemble et puis ma tante m'a dit, elle va mourir, mais elle chante quand même. Et puis, les paroles, ça veut dire ce que ça veut dire bien pas? En fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chants que je connais pas, que je chanterai au ciel. Même si ma langue ne peut pas les chanter actuellement, mais je les chanterai tous ces chants au ciel. Et un peu après avoir chanté ce chant, cette femme est morte. Et ça m'a beaucoup ému. Et puis ma tante connaissait ce chant. C'est pour ça que par après, le soir, ma tante chantait cette chanson. Et puis j'ai dit, c'est la chanson que la femme qui est morte est chantée. Puis elle m'a dit oui. Et puis c'est comme ça que je l'ai toujours gardé et que je ne l'ai jamais oublié. C'est en Swahili, c'est ça? C'est en Kinyarwanda. En Kinyarwanda, ah, ok. Donc voilà. Et puis... Donc les gens commençaient à traverser le fleuve par les bateaux de fortune et il fallait payer. Donc ceux qui n'avaient pas les moyens, c'était compliqué de traverser. Il y avait des femmes qui avaient des pagnes et ils donnaient des pagnes aux Congolais parce que c'est des Congolais qui faisaient traverser les gens. Et puis ceux qui avaient un peu d'argent, ils payaient aussi.
Ce qui se passait là-bas, c'est que beaucoup de gens, ils mouraient en fait dans la fleuve parce que c'était un bateau CRD, en tout cas, il dérapait quoi. Et les gens ils tombaient dans l'eau, ils mouraient parce que c'était long et c'était fort aussi. Je ne sais pas comment on dit en français. Un courant très fort. Voilà, un courant très fort. Donc un bateau CRD coulait. Et en plus, je suppose que les bateaux étaient surchargés probablement. Oui, c'est chargé aussi, mais c'était des petits bateaux, je ne sais pas comment. En Kirona, on dit au Mouvoulé, je ne sais pas si tu connais. Des pirogues. Oui, puis des pirogues, voilà, c'est ça. Et un bateau CRD coulé. Donc c'était vraiment une chance sur deux de traverser la fleuve. Et dès que le bateau coulait, les chances de survie étaient quasiment... Non, ils étaient nuls. Ils étaient nuls parce que beaucoup de Rwandais déjà, par défaut, ils ne savaient pas nager. Et puis même ceux qui savaient nager, c'était impossible de traverser la fleuve parce que c'était vraiment un courant trop fort et puis c'était long. Et je me souviens que pas mal de familles se séparaient pour que si jamais vous êtes 5 ou 6, 3 passent et puis les autres 3 passent après. S'il y en a 3 qui sont morts, il y en a au moins 3 qui vont survivre. Et là, j'ai encore l'image d'un ami, c'était un enfant, on étudiait ensemble dans le camp de réfugiés, on l'appelait Fils. Je ne connais pas son nom exactement, mais peut-être que c'était son nom. Sa maman était là, ils étaient les deux à être arrivés là-bas. Je pense que les autres de sa famille étaient morts. Et puis sa maman a dit, fils, on ne va pas traverser ensemble, et si on meurt tous les deux, ça va être une catastrophe. Il vaut mieux qu'on se sépare. Et cet enfant, on avait le même âge, c'était vraiment un de mes meilleurs amis. Et donc sa maman lui a dit, voilà, tu passes, et puis moi je passerai après. Et je me souviens que fils n'a pas pu traverser. Son bateau a coulé, on le voyait, et sa mère a pleuré. J'ai encore l'image de sa mère en train de pleurer, voyant son enfant disparaître dans la fleuve, quoi. Elle est totalement impuissante. Voilà, totalement impuissante. Et je ne l'ai plus vue après, je ne sais même pas si elle a pu traverser aussi, ou si elle est morte là-bas. Et donc nous, la famille, on a pris le risque, on est partis tous. Et en tout cas, ceux qui étaient là, il y a d'autres tantes et oncles qui ont passé après. Mais j'étais avec ma mère, mon petit frère, ma petite sœur, une de mes tantes, donc qui est la petite sœur de ma mère et mon beau-père. On a pris le même bateau. Et on a eu la chance, nous, si on allait mourir, en tout cas, on allait tous mourir dedans. Et puis on est arrivé de l'autre côté du fleuve. Tous les bateaux qui étaient derrière nous, ils sont tous perdus dans la fleuve parce qu'après il y a eu en fait la pluie. Et il commençait à pleuvoir et avant de pleuvoir, il y avait beaucoup de vent. Donc tous les bateaux qui étaient dans l'eau étaient tous donc même les Congolais qui étaient traversés... Les Congolais, ils arrivaient à s'en sortir. C'était déjà qui vivaient là-bas. Hein. Donc je pense que c'était comme déjà qui vivaient dans l'eau. On voyait un bateau qui coulait, mais les Congolais, ils arrivaient toujours à s'en sortir. On les voyait nager, venir. Oui. Mais la majorité des Rwandais, ils mouraient. Donc voilà. Tous les bateaux qui étaient derrière nous ont coulé. Et puis donc c'était vraiment une catastrophe. C'était l'un des endroits où c'était difficile. Et puis on a continué à marcher. Mais en fait, on continuait à marcher, à avancer vers Kisangani, alors que Kisangani était déjà pris, était dans les mains du FPR et de l'armée de Kabila. Et donc, mais on l'a su un peu plus tard. Quand on a continué à avancer, je ne sais pas combien de jours. Je me souviens aussi d'un endroit où on avait dormi. Il y a beaucoup de détails. On avait dormi et puis il y a quelqu'un qui est venu parler en swahili la nuit. On ne voyait pas qui c'est, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui savait qu'ils allaient attaquer l'endroit où on était. Mais elle parlait en swahili en disant Mwene Masikio Asiki, donc ça veut dire celui qui a des oreilles qui l'entendent. Mais il parlait autre chose, mais c'est juste cette phrase-là que j'ai retenue. Et donc du coup, c'était je ne sais pas à quelle heure exactement de la nuit, mais je sais qu'après ce que cette personne a dit, on a tous pris les sacs, on a commencé à marcher alors qu'on ne voyait même pas. Là, c'était vraiment dans la blouse, au fait fond de la forêt, il n'y avait pas de route et macadamisé, c'était des chemins, des piétons, donc on suivait, mais la nuit sans voir, parce que les gens avaient peur qu'on vienne nous tuer là-bas. Et le lendemain, des jours après, il y a quelqu'un qui est venu nous dire que les gens qui ont continué à dormir à cet endroit, ils sont tous morts. On les a tués. Donc nous, on a continué, et puis on est arrivé à un endroit où les gens
on su que Kisangani était pris. Je pense qu'il y avait un groupe qui était parti de là et qui savait que Kisangani était pris. Ils sont venus dire aux autres. Puis ils ont dit voilà, il y a une possibilité, soit, il y a des possibilités. Soit, si vous continuez vers la forêt, vous entrez dans la forêt équatoriale, il y a peut-être une chance d'arriver vers. Ils parlaient qu'ils allaient au Congo-Brazzaville. Mais pour aller à Centrafrique, c'était plus possible. Je ne connais pas la géographie de la région, j'aimerais même regarder pour voir vraiment à quoi ça donnait. Et du coup, il y avait une autre possibilité, c'était de se rendre, donc d'aller vers Kisangani, mais sachant que c'était l'armée d'Yefper et de Kabila qui était derrière nous pendant tous ces mois qui nous suivaient, donc de se rendre et de se mettre dans les mains de ces gens, ou de soit de poursuivre la forêt équatoriale et qui... Parmi les gens qui décrivaient, ils disaient que c'était difficile et qu'il n'y avait pas de nourriture dedans, qu'on ne sait pas combien de gens combien de temps les gens vont prendre pour arriver de l'autre côté de la forêt. Donc c'était vraiment des choix difficiles. Et là-bas, il y a beaucoup de familles qui se sont séparées. Les hommes, et pour la majorité des hommes, parce que les hommes étaient plus tués que les femmes. Donc la majorité des hommes quittaient leurs femmes et ils prenaient la forêt, et puis les femmes et les enfants, ils allaient vers Kisangani, vers l'armée d'Yefper et de Kabila. Et beaucoup de gens réfléchissaient en fait quand ils arrivaient à cet endroit-là. On fait quoi? On entre dans la forêt ou on va vers Kisangani? On profite peut-être juste pour faire une petite parenthèse pour une question qui revient souvent en entendant dans les accusations, mais surtout de la part de ceux qui font le lobbying de Kigali, oui. En disant que les femmes et les enfants étaient un peu prises comme des boucliers humains par ces hommes. Est-ce qu'il y a des gens qui vous obligeaient à prendre tel ou tel chemin? Est-ce que vous étiez libre de rentrer quand vous vouliez? Ou bien parce que c'est souvent le récit qu'on entend, je pense, de certains lobbies de Kigali quand ils racontent cette histoire. Moi, j'ai jamais vu ça. Ça m'étonne même qu'on peut dire ça parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui obligeait quoi que ce soit. Celui qui restait, il mourait tout simplement. Donc, tu partais parce que tu voulais sauver ta vie. Il n'y a personne qui obligeait personne à partir. Les gens partaient d'eux-mêmes, les gens fuyaient d'eux-mêmes. Depuis le camp de réfugiés, personne ne nous a obligés de fuir. Je pense qu'il y en a qui sont restés dans le camp, qui sont morts dedans, qui ont été tués dedans, et puis d'autres qui ont été rapatriés. J'ai entendu plusieurs histoires, un peu après, c'est pas pendant qu'on voyageait, mais quand je suis arrivé au Rwanda, j'ai entendu les gens, par exemple, qui avaient été capturés à Kinyitingi, d'autres qui avaient été capturés à la sortie du parc Virunga. Donc, non, personne ne nous obligeait à faire quoi que ce soit. Les gens fuyaient parce qu'ils avaient peur de mourir, ils fuyaient la mort, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, vous aviez 3 choix, vous dites? Des choix. 2 choix, oui. Oui, donc, soit entrer dans la forêt qu'ils appelaient la forêt équatoriale pour aller en Centrafrique, soit continuer vers Kisangani. Oui, c'est possible de retourner en arrière. Bon, c'était pas un choix. Oui. Non, retourner en arrière, c'était pas possible. Et déjà, derrière, c'était pris et puis on avait traversé beaucoup de problèmes, donc c'était pas impossible de retourner derrière. Et donc, je me souviens qu'à cette époque-là, mon père avait même essayé aussi, il voulait au départ continuer vers Congo-Brazzaville, mais c'était vraiment au milieu, il n'y avait pas beaucoup de villages et c'était difficile de trouver là où il pouvait acheter des vivres, parce qu'il voulait d'abord acheter quelques nourritures pour partir, puis il proposait à tout le monde et qui voulait quoi, mais voilà, au final, on a vu que c'était pas possible. Moi j'étais un des enfants plus âgés, j'avais mon petit frère, ma petite sœur, et puis voilà, et les autres, il y avait une tante aussi qui nous a rejoint là-bas, donc on a dit voilà, ils ont pris la décision, comme beaucoup d'autres, d'aller vers Kisangani. Et donc nous sommes partis, nous avons pris le chemin vers Kisangani. Et, si mes souvenirs sont beaux, les gens disaient qu'on était à 10 km de Kisangani. Mais quand on est arrivé à cet endroit-là, qui s'appelle Roula, je pense, Roula, oui, et il y avait un camp de réfugiés qui était déjà fondé. Donc, à mon avis, ceux qui sont partis avant, ils sont arrivés là-bas, on les a arrêtés. Et là, il y avait des militaires rwandais. Voilà, l'IFPR qui parle au Kinyarwanda, il n'y avait même pas de secret là, ils se montraient vraiment que c'était des Rwandais et voilà, qui étaient là, ils avaient fait le camp. Donc c'est eux qui avaient formé le camp eux-mêmes. Et
au Souvenel, parce que ça fait des mois et des mois que vous fuyez ces militaires, vous vous retrouvez à un moment donné face à eux. Est-ce que vous vous rappelez du sentiment que vous avez éprouvé, ou bien vous avancez plutôt comme un robot par automatisme, parce qu'à un certain moment vous n'avez plus avancé, vous suivez simplement le cours des choses? À cet endroit-là où nous avons donc décidé de partir vers Kisangani, les gens avaient peur. Parce qu'on dit, voilà, on a fui depuis le Rwanda, on a fui depuis les camps de réfugiés, maintenant on va se rendre, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc tout le monde appréhendait ce qui allait nous arriver. Mais bizarrement, quand on est arrivé dans le cas de Roula, ils étaient sympathiques. Donc ils essayaient de créer un climat plutôt paisible, ils discutaient avec les gens. Même s'ils étaient habillés en militaire, il y avait beaucoup d'autres qui étaient en civil, mais ils essayaient quand même de mettre un climat de paix. Je me souviens même qu'il y avait une histoire qui se racontait, une fille qui s'appelait Aimée, un militaire des FPR lui a demandé le mariage. Et cette fille-là, elle avait fait les études avec une de mes tantes quand ils étaient encore au Rwanda, dans la même école. Donc cette histoire est circulée dans le camp. Je ne sais pas si tout le monde était au courant, mais nous on était au courant parce que ma tante nous disait Aimée. Et c'est vrai qu'on la voyait, cette fille, elle se baladait avec son militaire du FPR et lui avait apporté des bons vêtements. Elle était pris comme des réfugiés normaux, quoi. Donc ils essayaient d'instaurer un climat de calme et de paix. Elle a dit oui, elle a demandé en mariage. Je pense, oui. À ceux qui circulaient, en tout cas, ils disaient qu'ils sont même partis au Rwanda ensemble. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et donc là-bas, mais ils avaient... moi, par exemple, je me souviens qu'il y avait un certain Gaston. C'est un des militaires du FPR qui venait de la région de mon grand-père. On l'a reconnu, on l'a vu. Mais on ne s'est pas montré. Mais je me souviens qu'il disait par exemple à des gens qui étaient là, rentrez au Rwanda, vous allez payer nos vaches que vous avez volées pendant le génocide. Mais nous, comme on se connaissait très bien, parce que son père était même prof dans une école primaire, donc c'était quelqu'un qui connaît son père dans un village dans la campagne du Rwanda. Donc ce gars-là, je me souviens de lui, il était là, donc, parmi tous ces militaires-là. Et il accusait des gens précis d'avoir volé des vaches pendant le génocide, ou c'était tout le groupe de réfugiés? Je ne sais pas s'il blaguait, mais je pense qu'il savait ce qu'il disait. Donc, mais il a dit ça. Voilà, des gens qui discutaient avec lui, rentraient au Rwanda, vous allez payer nos vaches que vous avez extorquées pendant le génocide. Quoi. Et donc, ce Gaston, j'en parlerai encore parce que je l'ai vu encore quand je suis rentré au Rwanda. Et du coup, les militaires, ils instauraient un climat de calme et puis ils ont commencé à dire à tous les gens qui étaient des militaires et qui faisaient partie de l'armée, de l'ex-force armée rwandaise, de les rejoindre. Ils recrutaient. Donc ils les recrutaient, ils disaient tous les militaires, venez, on va vous recruter, comme ça on va avancer ensemble, on va prendre Kinshasa ensemble. Vous allez intégrer notre armée contre le pouvoir de Mobutu et puis on va aller jusqu'à Kinshasa ensemble. Au départ, les gens n'y croyaient pas. Et puis après, vu que le climat, ils essayaient vraiment d'instaurer un climat de calme, et les gens ont commencé à adhérer à cette idée-là. Et donc, je me souviens, un de mes oncles qui était militaire est resté là-bas. Et sa femme et sa fille aînée. L'une de mes tantes et son mari sont restés là-bas parce que son mari était militaire aussi. Donc les hommes sont restés avec leur famille, c'est oui, ça? Oui, en fait, c'est ça même qui a fait que les gens y ont crié parce qu'ils disaient, voilà, ils gardent même leur famille. Ils disaient, vous, on va vous mettre dans l'armée et vos femmes, on va les mettre dans un camp de famille des armées. Donc la majorité déjà sont restés là-bas. Là, on a laissé vraiment une grande partie de ma famille. Donc je te dis, mon oncle, ma tante et un cousin de ma mère, et tous avec leurs enfants. Donc plus de 10 personnes qui sont restées là-bas. Il y avait beaucoup d'autres. Il paraît qu'au total, c'était 3000 personnes qui sont restées là-bas, qui ont été recrutées, soi-disant qu'ils allaient les faire intégrer dans l'armée. Et puis, ils ont dit, tous les autres réfugiés, vous allez un petit peu reculer. Ils ont commencé en fait à lancer des histoires comme quoi on allait rentrer au Rwanda à pied. Ils ont dit, voilà, c'est vrai qu'on va accepter de vous rapatrier au Rwanda, mais on n'a pas d'avion, donc vous allez marcher le chemin de retour.
Mais tous les réfugiés étaient fatigués. Donc ils ont commencé, et comme ils avaient pris confiance, et ils ont commencé à faire une forme de grève, comme quoi, voilà, on n'acceptait pas de rentrer au Rwanda à pied, c'est pas possible. On a marché autant de temps, on va pas retourner au Rwanda, c'est impossible. Et puis alors, un jour, je me souviens, ils nous ont obligés, c'était une obligation de reculer un petit peu, donc ils ont dit, voilà, vous allez quand même retourner au Rwanda, mais on va essayer d'organiser des choses, comme ça vous allez retourner. Et puis ils ont lancé encore les bruits des armes, quoi, pour que les gens puissent retourner. Donc on est retourné, mais par force, parce que quand il y avait le bruit des armes, les gens ils partaient. Mais on est retourné, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais je crois que là-bas je confonds en fait. Je crois qu'ils nous ont dit de reculer, de former un autre camp de réfugiés derrière, qui est séparé avec le camp des réfugiés des militaires. Parce qu'ils séparaient les deux. Je me souviens qu'à l'époque, moi et ma tante, on voulait absolument rester avec mon oncle qui était là, parce qu'on disait, vous allez avoir une belle vie, tout est fini pour vous, maintenant c'est fini, vous allez être bien, et nous, on va nous rapatrier à pied. Et puis alors, l'armée d'IFPR disait, non, on acceptait seulement les enfants propres, on n'acceptait pas les personnes attachées, tout ça. Tout ça faisait que les gens continuaient à croire à cette idée-là. Et du coup, ils ont donc séparé le camp des réfugiés des gens qui étaient d'armée et des gens des civils. Nous, on est reculés donc dans le cas de KCC. Je crois que je ne sais pas combien de kilomètres, mais ça doit être une dizaine de kilomètres derrière. Et c'est là-bas qu'ils ont continué donc à lancer les idées qu'on allait nous rapatrier à pied. Et c'était vraiment pour les réfugiés qui avaient fait autant de kilomètres, c'était inconcevable et c'était difficile à entendre et de faire le chemin de retour jusqu'à Rwanda, quoi. Et puis alors, on a quelques jours après, quand on est arrivé à KCC, donc on a quitté Roula pour aller à KCC, et puis on a entendu, il y avait des gens qui ont fui Roula, donc parmi ces militaires et leurs familles, qui sont venus à KCC pour dire, les gars, méfiez-vous, ils ont tué tous les gens qui étaient à Roula. Tous les militaires qui sont restés là-bas, on ne les a pas recrutés comme c'était dit, ils ont tous été tués. Donc c'est ces gens-là qui ont échappé. Oui, toutes leurs familles et tous les enfants. Donc ce sont ces gens-là qui ont échappé, qui sont venus le dire dans le cas. Mais personne n'y croyait. Ils disaient non, c'est pas possible, et tout ça. Et pourtant, ce qui est vrai, c'est que tous ces gens-là ont été tués. Depuis, personne n'a eu l'air. Donc environ 3000 personnes, oui, 3000 personnes, des femmes et des enfants. Des hommes et leurs enfants. Et les femmes et leurs enfants, tous ont péri là-bas. Donc nous, on était à KCC, et puis alors, ils continuaient à lancer ces idées qu'on allait rentrer à pied. Les réfugiés refusent. Je ne sais pas combien de temps on est resté, une semaine, donc, ces nouvelles vous ont fait paniquer, ne plus avoir confiance. Les gens, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas parce qu'ils avaient vraiment instauré un climat de sécurité, de paix dans le camp de Roula que personne n'y croyait. Et puis, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont été au courant. Hein. C'est une petite partie des gens qui ont été au courant. Ça n'a pas séqué d'Atsu, le camp de réfugiés, parce que c'était beaucoup de gens. Et puis, comme il y a eu tellement de rumeurs, on ne savait pas, tous les jours il y avait des rumeurs différentes, donc les rumeurs dans un cas de réfugié, on ne savait pas si c'était une vraie information. Et par la suite, vous avez pu savoir si c'était une vraie information, si c'était une rumeur? Oui, mais tous les gens ont été tués parce qu'on n'a jamais eu les nouvelles de nos familles qui sont restées là-bas. Donc vous avez des membres de la famille qui étaient là-bas? Et puis oui, c'est ça que donc mon oncle et sa femme et sa fille aînée, ma tante et son fils Bonheur et sa petite sœur Kanyana qui sont morts là-bas, un cousin de ma mère et sa femme et sa fille aînée, beaucoup d'autres. Donc depuis ce jour, vous n'avez plus jamais entendu jamais de nouvelles. Donc ils ont tous, parce qu'on a passé en plus par là quand on est rentré, donc ça j'allais le raconter aussi. Donc on était tous tués par là. Et donc nous à KCC on restait là-bas, et puis comme les gens refusaient de partir à pied vers le Rwanda, un certain matin ils utilisaient les armes pour nous faire peur. Ils ont commencé à bombarder dans le camp, mais je ne sais pas s'ils bombardaient dans le camp, mais en tout cas on entendait beaucoup de bruit d'armes et puis on a fui comme d'habitude. Mais ils nous ont dirigés, je crois que le camp était vraiment encerclé. Ils nous ont dirigés vers le chemin de fer qui passait par là, qui allait vers Ubundu.
Donc on a marché toute la journée. Donc, il vous est retourné en arrière. Oui. Donc là, l'idée de rentrer à pied, on commençait à intégrer cette idée-là qu'on allait rentrer à pied. Mais vers 15h, on nous avait arrêtés. Donc ceux qui étaient devant, il y avait toujours les gens qui étaient devant. Imaginons, c'était vraiment une marche et des gens qui sont peut-être restés une vingtaine de kilomètres. Donc ceux qui étaient devant, on les a arrêtés à un endroit. Et puis les autres arrivaient. Je me souviens que nous, on est arrivés vers 15h de la journée. Et là, il y avait plein de réfugiés. Mais c'était vraiment tout au long du chemin de fer et qui venait de Bundu vers Kisangani. Et là, on était tellement nombreux, mais au milieu de la forêt. Il n'y avait même pas de maison de village, c'était vraiment au milieu de la forêt. Et là, alors, ils ont entendu que tout le monde arrive et qu'en tout cas, la majorité déjà pu s'asseoir. Je crois que tout le long du chemin de fer, il y avait déjà qui étaient assis, mais en tout cas, moi, je me souviens, là où on était, il y avait tellement de monde. Et alors, quand on est arrivé là-bas, il y avait un militaire qui nous a dit... qui nous a fait un geste, il a fait un geste à mon bon-père, ne vous asseyez pas au bord du chemin de fer. Parce qu'il y avait des gens qui étaient tout proches et d'autres un peu plus loin parce qu'il y avait des milliers de gens. Donc quand il a fait un geste à mon bon-père, nous donc on est partis derrière les autres. On s'était déjà posé, on voulait s'asseoir parce qu'on pensait qu'ils allaient nous donner une information de comment le voyage vers le Rwanda allait s'organiser. On est parti donc un peu derrière, mais quand on est assis, on a commencé à voir les militaires à gauche, à droite. Énormément de militaires qui ont encerclé cet endroit. Et donc, ils ont entendu que tout le monde arrive. Et nous, on se posait. Il y en a qui dormaient, il y en a qui parlaient. On n'était pas dans un climat qu'on attendait. Puis, quand ils ont vu que tout le monde était là, ils ont commencé à bombarder. Plein de gens, ils ont bombardé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisaient, mais en tout cas, ça venait à gauche, à droite. Et les militaires étaient lourdement armés. Donc tous les gens qui étaient proches des rails et tout proches, ils sont tous morts, je pense. Parce que nous, tous par balles, par des bombes. Par balles. Nous, on était derrière, donc on a vite couru dans la forêt. Et il y avait beaucoup d'autres qui nous ont suivis, parce qu'il y avait beaucoup de gens quand même qui sont entrés dans la forêt. Heureusement, parce que chaque fois, il y avait toujours des rescapés à chaque endroit. Donc nous, on est entré dans la forêt qu'ils appelaient la forêt équatoriale. Je ne sais pas si c'est la forêt équatoriale. Donc à cet endroit, vous dites qu'ils ont tiré, ça s'appelait comment? Il n'y avait pas de nom, c'était vraiment... C'est entre Kisangani au Bundu, c'est ça? C'était entre Kisangani au Bundu, derrière le camp de KCC où on était. Mais c'était tous les réfugiés qui étaient à KCC. Donc ils ont tiré toute la soirée. Donc nous, on a continué à enfoncer dans la forêt. Et je pense que même les animaux, ils partaient. On ne voyait aucun animal, tellement qu'il y avait les bruits des bombes. On montait une montagne, on descendait, on descendait. C'était vraiment... Je sais que par exemple, le soir, quand on est assis... On a vu tous nos jambes, c'était des plaies partout. On passait dans les arbres avec des épines et tu ne le sentais pas. Tu ne le sentais pas parce que c'était horrible. C'était horrible. Et là, j'imagine même pas combien de gens sont morts là-bas. Et je me souviens aussi que la première colline qu'on a descendue, parce que là, on a couru et puis on descendait. On cherchait le chemin, il n'y avait même pas de chemin. Donc c'est au milieu de la forêt, une forêt... Les forêts congolaises, c'est des forêts qui sont encore vierges. Et je me souviens, on était tombé, il y avait plein de gens qui tombaient parce que ça glissait, on descendait sur une sorte de colline, mais qui descendait très fort. La pente était forte, c'était que les gens tombaient facilement. Les gens tombaient sur les autres tombaient sur les autres. Et il y avait des morts dedans, il y avait des gens qui saignaient, il y avait des gens qui vomissaient, il y avait toutes sortes. Et j'étais tombé dedans. Mon petit frère aussi était tombé dedans. Mais lui, j'étais tombé sur ses jambes. Et puis les gens ils glissaient. Il y en a ceux qui étaient vivants, il y en a qui arrivaient à s'en sortir, mais il y avait plein de gens qui agonisaient, qui allaient encore mourir. Et puis moi, je me souviens qu'à cet endroit-là, donc mon bon-père avait avancé... Donc là, vous étiez au milieu des cadavres, on peut Oui, des cadavres, c'est une pente dans la forêt, quoi. Mon bon-père avait continué, mais comme chaque fois, il prenait la main de ses enfants, et il a vu qu'il n'avait pas son fils, et donc il est revenu un petit peu derrière. Il avait encore ma petite sœur, donc il a tourné la main, et puis il est venu, il avait
Mon petit frère, il a retiré des gens. Et moi, j'essayais aussi de sortir, je lui donne la main, et il m'a fait un signe de revoir, et voilà, bye bye, et tu vas mourir là-bas. Par la chance, vraiment par la chance, les gens ils tombaient sur mes jambes et puis j'ai glissé aussi, je suis sorti de là et je continuais à marcher. Mais il y avait du sang partout sur mes Donc, il jambes. Partout. était prêt à vous abandonner à ce moment-là. Je pense, oui, c'était sa décision de m'abandonner à cet endroit-là. Je ne sais pas s'il a fait exprès ou s'il avait peur, mais il m'a fait quand même comme ça. Il pouvait m'attirer la main, je crois qu'il a fait exprès. Et donc voilà, et puis j'avais encore l'innocence dans l'enfant, hein, parce que j'ai marché encore quelques minutes et je les ai retrouvés devant. Je les ai retrouvés devant parce que tout le monde commençait à s'opposer, c'était la nuit, et on ne continuait pas à marcher dans la forêt équatoriale pendant la nuit. Et là, personne n'avait plus rien à manger. Les gens avaient jeté tout. Ils avaient jeté tout. Il y avait juste un cousin de ma mère, il était jeune, il avait, je crois, 2 ans de plus que moi. Et il avait gardé un sac avec une farine de maïs. C'était la seule personne dans un groupe de 25 personnes qui avait encore... Donc là, sur les milliers et les milliers de gens qui étaient, vous étiez 25 à cet endroit-là. On était 25 à cet endroit de la forêt, mais je crois qu'il y avait d'autres endroits de la forêt où les gens étaient éparpillés. Donc voilà, dans le groupe, des blessés, sans rien à manger, dans un groupe de 25 personnes. Et puis on a dormi, on a bu de l'eau. Il y avait quelqu'un qui avait une allumette, parce que les gens, comme ils étaient habitués vraiment à fuir, il y avait déjà qui gardaient les objets de base et tout proche. Il y avait un homme qui n'avait rien à manger, mais qui avait gardé une boîte d'allumettes dans sa poche. Il y avait un autre, il paraît qu'il était topographe, et je le connais encore, en plus il est encore au Rwanda. Il avait gardé une radio qu'il avait bien emballée dans les sacs en plastique, parce que la radio était importante dans ce genre de circonstances. Donc on est resté dans la forêt avec ces gens, on marchait, je pense que 2 jours après, on a marché, on a trouvé un type qui était mort. On est arrivé à un endroit où il y avait, parce qu'on marchait, on ne savait pas où aller, mais on essayait de bouger. Au départ, on avait peur que le FPR nous attaque, mais le lendemain, les bruits des armes sont cessés. Je crois que le lendemain, ça a continué, mais on entendait moins. Je pense peut-être qu'on était loin ou alors ils bombardaient moins. Et puis, on a vu quelqu'un dans la forêt qui était mort, mais attaché les bras derrière. C'était un jeune qui était vraiment un peu costaud, mais avec les bras attachés derrière, avec une corde qui était mort, avec le thorax qui était, on dirait qu'on avait enfoncé un couteau dans le thorax, mais les bras attachés derrière. On voit souvent ça, comme apparemment c'est une technique de tuerie de FPR qu'on appelle la candoïe, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je ne connais pas, mais en tout cas je ne connais pas, mais ce type, j'ai toujours dans mon mémoire ce type. Et puis les gens ont eu peur, alors on a dit, mon Dieu, ils sont venus dans la forêt. Mais l'endroit où les types étaient, tu voyais que c'était un chemin, je crois que c'était un chemin habituel où les gens passaient, mais qui était au milieu de la forêt. Peut-être qu'ils avaient suivi ce chemin-là, que le type était là, qu'on l'a tué, et du coup on a dit, on ne va pas rester ici. On a eu peur, on a commencé à s'éparpiller, on a marché beaucoup dans la forêt, mais le souci c'est qu'on se tournait autour et le soir même on se retrouvait au même endroit où on était le matin parce qu'on ne savait pas où aller, on ne savait pas où était le nord et le sud. Et donc voilà. Et plus les jours passaient, je vous épargne les détails parce que c'était vraiment difficile. Les gens n'avaient plus rien à manger. La seule personne dont je vous ai parlé qui avait la farine, on cuisinait la bouillie le soir et on pouvait boire une petite tasse de bouillie. On essayait de partager. Parmi les 25 personnes, il y avait beaucoup qui commençaient à perdre la force. Les gens commençaient à devenir individuels et tout le monde se sauvait comme il pouvait. Et je me souviens, il y avait un type qui avait une vingtaine d'années, 21 ans comme ça, qui ont marché ensemble le matin, mais je voyais qu'il avait pris la force. Il avait pris la force et le soir même, on ne l'a pas retrouvé, donc il est mort là, dedans. Et au final, on était une quinzaine de personnes, donc il y a des personnes, et même dans le groupe, on n'a pas continué ensemble. Jusqu'à ce que... Bon, je vous épargne les détails parce qu'il y a eu plein de choses. Il y a par exemple un endroit où on est arrivé où il n'y avait pas d'animaux dans la forêt, mais il y avait une fois, ils ont trouvé une sorte de chèvre, un animal qui ressemblait à une chèvre. Et les gens
Ils l'ont tué. Alors les gens qui étaient dans le groupe, ils l'ont tué, ils l'ont mangé, mais j'étais le seul qui n'avait pas mangé ça parce que depuis petit, je suis allergique à la viande et je me suis dit, si je le mange, je vais mourir, ça sert à rien. Et tout le monde a mangé sauf moi. Ils ont commencé à vomir toute la journée. Les gens ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé quelque chose de solide. Et là, manger, donc, vomir alors qu'ils n'avaient rien dans le ventre et ils étaient tous comme des cadavres. Vers le soir, heureusement, j'ai vu qu'ils commençaient encore à bouger, et puis ils ont bu de l'eau, et puis voilà, on a continué. Et puis, il y avait un jour où quand on montait un petit peu sur la colline, et le type que je vous ai raconté qui avait la radio, il a mis sa radio, il a essayé de chercher, s'il trouvait une antenne de radio disponible, et puis il a entendu la radio locale de Kisangani, il y avait un cas de réfugiés qui est de nouveau ouvert et que l'ONU était là, que le HCR était là, qu'il y avait des ONG, l'UNICEF et tout ça, les Médecins Sans Frontières, que les réfugiés commençaient à sortir de la forêt équatoriale, qui commençaient à les rapatrier. Mais nous, on avait fait une erreur de trop marcher et apparemment les autres se sont calmés juste un peu le premier jour. Mais dans le groupe où on était, malheureusement, il y avait pas mal d'intellectuels. Et les intellectuels, parfois, ça ne fait pas des bonnes choses. Ils continuaient à marcher et on était vraiment dans la forêt où on ne savait pas où on était. Donc là, on a commencé à chercher le chemin de retour pour sortir de la forêt. Mais c'était très, très difficile. On a marché 3 jours en se tournant autour. Le type qui était topographe, il regardait le soleil, mais il ne savait pas du tout où on était. Par la chance, je crois, 3 jours après, mais c'était vraiment, on était épuisés. On buvait de l'eau, il y avait des cadavres. On allait puiser de l'eau, il y avait des cadavres dedans, mais on buvait de l'eau sans même réfléchir. C'est maintenant que j'y pense. Dans des points d'eau dans la forêt, quoi. Oui, oui. Mais tu voyais des cadavres d'hommes, mais tu buvais, quoi. Mais sans même se poser la question, parce que c'était vraiment... il ne nous restait pas beaucoup de jours pour vivre. Et alors... 3 jours après, on a commencé à entendre les bruits des réfugiés, parce que quand les réfugiés font un cas, il y a toujours les bruits c'était un endroit calme, mais tu attendais les bruits, mais de loin. Et puis on voyait aussi la fumée des réfugiés qui cuisinaient dans le camp, et puis donc on a dit maintenant on va suivre cette direction. Plus on approchait ce centre, plus on trouvait beaucoup de morts, partout. Il y avait des morts partout. Vous connaissiez de quoi ils avaient été tués? Des maladies, des blessures. Et tu voyais qu'il y avait des blessures, mais il y avait beaucoup qui mouraient de faim. On trouvait beaucoup aussi qui n'étaient pas encore morts, mais qui parlaient à peine et qui n'avaient pas encore la voix. Et c'était vraiment, c'est l'endroit le pire. Et en plus, là-bas, il pleut tout le temps. Donc, il y avait des cadavres, la pluie qui tombait dedans. Les gens qui sont là... accroupillés par terre et qui attendaient la mort tellement qu'ils ne savaient plus marcher. Tous ces gens qui ne savaient plus marcher parce qu'ils n'avaient plus de force, ils restaient à cet endroit. Donc, ils attendaient la mort. Je me souviens, il y avait un type qui était vraiment génial dans le groupe qui essayait de consoler à tous ces gens. Vous savez, si le cas est proche, on reviendra vous chercher. Il donnait l'espoir à tous ces gens-là. Puis on a avancé. Et je me souviens qu'il y a même un endroit où on devait traverser une rivière, mais il y avait des corps. Il n'y avait que des corps dans cette rivière. Et c'était vraiment, tu vois, même plus long, c'était que des corps. Et là, on marchait sur les corps des gens qui sont morts. Mon petit frère a perdu, il a une amnésie de toute cette période. Mais ma petite sœur qui était trop jeune, je crois qu'elle avait quoi... Je crois qu'elle est née en 92, non, elle est née en 91, donc en 97, et en 96, elle avait 5 ans, je crois. Et elle se souvient qu'elle a marché dans un corps et que sa jambe était, on a dit la retirer, sa jambe dans un dans corps, le ventre. même pas sur le corps, c'est dans un corps. Parce qu'il y avait des corps, donc tu mettais ta jambe, parfois je sais pas comment on dit en français, mais tu ne savais plus retirer ton corps. Ouais, tu t'enfonçais. Donc elle avait enfoncé sa jambe dans le ventre de quelqu'un. C'était dans une rivière ou bien le corps était à même le sol? Dans une rivière, parce qu'on devait traverser cette rivière, mais en passant sur les corps. Parce qu'il y avait, tu voyais plus d'eau. Il y avait tellement de corps que l'eau, je le voyais donc plus. c'est une rivière de corps. Oui, voilà. Donc c'est cette image-là que ma petite sœur garde en tête, alors qu'elle était trop jeune, mais elle se souvient qu'une fois, on a dit retirer sa jambe dans le ventre de quelqu'un qui était mort.
Mon frère, lui, il a perdu la mémoire. Je pense que c'est un traumatisme. Et de cette période-là, il ne s'en souvient de rien du tout. Alors que lui, il pouvait s'en souvenir. Vous vous rappelez que donc, vous marchez, vous enjambiez les corps. Mais voilà. Et donc là, on arrive vers le camp. Et puis... Vous vous souvenez du nom du camp? Donc, je ne sais plus si c'était à KCC, je crois que c'était KCC, ou c'était notre cas qu'ils avaient formé, mais je ne me souviens pas du nom parce que là, on n'est pas resté longtemps. Par contre, quand on allait sortir, on a commencé à voir les gens qui nous disaient faites attention parce que le cas est quand même encerclé. Il y a toujours l'armée du FPR qui encerclait le camp, qui essayait toujours de prendre des hommes. Ils laissaient des femmes et des enfants, mais ils essayaient de tuer toujours les hommes. Mais là, ils ne pouvaient pas tirer parce qu'il y avait l'ONU qui était là, le HCR était là, donc le Haut Commissariat pour les réfugiés, tous les UNICEF, Médecins sans frontières, il était là, mais ils ne tiraient pas sur les gens, mais si l'occasion se présentait, ils pouvaient encore poignarder certaines personnes. Et là, donc pour les hommes, ils ont commencé à avoir peur. Je me souviens que mon bon-père a fait la tactique. Il a mis sa fille, donc ma sœur, sur son dos et ma sœur pleurait et lui il disait, quand on est arrivé donc sur le fameux barrière, il lui a demandé pourquoi ton enfant pleure et tout, et là, mon enfant est malade, parce qu'on était vraiment sale et ils ont vu comment l'enfant pleurait, le type qui mettait son enfant sur le dos, il le laissait partir. D'autres hommes, et le temps qu'ils lui posaient la question, ils ont tous couru pour continuer. Quand ils couraient là-bas, ils ne pouvaient pas te suivre. Ça dépendait en fait de là où tu traversais. Donc là, nous, on a eu la chance et du coup, on est arrivé dans le camp de réfugiés là-bas. Je ne sais pas comment ça s'appelait, mais c'était le camp en tout cas où on pouvait nous enregistrer pour nous rapatrier. Donc là, ils nous donnaient de la nourriture. Le soir même, on nous a donné beaucoup de biscuits, beaucoup de farine, on a mangé. Et puis, ça faisait presque un mois qu'on était dans la forêt sans manger quelque chose de solide. Là, les gens ont vomi, ça nous a plus fait tomber malade qu'autre chose. Et puis le camp aussi, les gens continuaient à mourir. Il y avait plein de corps partout, il n'y avait pas de sanitaire, les gens ils faisaient leurs besoins partout. C'était aussi l'enfer, mais avec de nourriture et avec un peu d'espoir. Parce que là, ils commençaient à enregistrer les gens et puis nous, on a dit, mon bon-père a dit, on ne va pas durer longtemps ici, on va essayer de partir au plus vite parce que même les gens donc, qui ont pu sortir et qui étaient dans le même groupe, il y en a qui sont restés encore là, mais mon beau-père a dit non, on va essayer de partir au plus vite et on ne sait pas ce qui peut encore se passer. Et donc là, le lendemain, on s'est enregistré, ils nous mettaient dans une sorte de trait, il y avait un trait qui passait là-bas, mais c'est des traits des années 60 qui roulent encore, mais qui sont vraiment spéciaux. Et puis on nous mettait dans ce truc de trait, on nous amenait jusqu'à Kisangani. Et Kisangani, là, à Kisangani, on a passé à Roula, là, le camp où ils avaient pris tous ces réfugiés, donc il n'y avait plus personne, ils étaient tous tués, ils avaient même brûlé les corps, hein, parce que les gens qui ont passé avant, ils ont vu qu'il y avait encore la fumée qui était encore là déjà, et donc voilà. Et puis on est arrivé à Kisangani, là il y avait un bateau, parce que Kisangani c'est une ville où le fleuve Congo, je sais pas, à l'époque on l'appelait le fleuve Zaïre. Il traverse la ville de Kisangani, donc il y a des parties de la ville qui sont séparées par le fleuve. Donc on le mettait dans un grand bateau, on traversait vers l'autre côté, parce que c'est de l'autre côté où se trouvait l'aéroport. Mais de l'autre côté de Kisangani, ils avaient formé aussi une sorte de camp de réfugiés qui était plus ou moins propre là-bas, il y avait des tentes, et je crois qu'il y en a même qui étaient dans les maisons. Et là, on nous enregistrait et puis on nous donnait beaucoup de biscuits. Là, on mangeait beaucoup de biscuits parce qu'on avait vraiment. C'était la chose qu'on pouvait tolérer encore parce que nos estomacs ne toléraient plus d'autres nourritures. Et puis le lendemain, on nous a mis dans les camions, on nous a ramenés à l'aéroport pour nous rapatrier au Rwanda, à l'aéroport de Kisangani. Et donc là, voilà, vous acceptiez, vous n'avez plus. Vous n'avez pas vraiment le choix d'accepter ou bien... Non, mais là, on a accepté, et puis, mais on se posait quand même des questions. Tous ces gens qui nous ont tués, ou qui nous ont poursuivis, qui ont massacré une grande partie, et nous, on va quand même au Rwanda où ils sont. Donc, on avait peur, mais on n'avait pas le choix. On a dit, voilà, on y va. On n'avait pas d'autre choix que de rentrer et de voir ce qui allait suivre. On nous mettait dans les avions qui, d'habitude, transportent les marchandises. Voilà, les marchandises, parce qu'on était assis
les uns dans les jambes des autres. On nous asseyait, en fait, on entrait dans l'avion et puis on marchait par le dos. Donc on s'asseyait en regardant vers et derrière l'avion. Donc tout le monde était assis, on était sur des lignes, assis les uns dans les jambes des autres. Donc voilà, on nous a rapatriés, nous on est arrivés à Kamembe, mais apparemment il y en a qui atterrissaient aussi à Kigali, et puis à Kamembe, ils commençaient à enregistrer les gens, c'est l'eau, leurs origines. Mon bon père... Les origines, vous voulez dire, sont les villages d'origine? Oui, les communes d'origine. Oui. Donc là, moi, on m'a enregistré comme orphelin parce que ma mère, je ne savais pas où est-ce qu'elle était à cet endroit-là. Et puis mon bon-père a enregistré ses enfants. Donc ils se sont enregistrés pour aller dans sa commune d'origine et ils habitaient, je pense, à Dikongolo, je pense. Et moi, et nous, donc le cousin de ma mère qui était jeune, là, on nous a enregistrés comme orphelins. Il y avait aussi des camions qui transportaient des orphelins. Et puis on passait dans les cas de transit jusqu'à arriver donc à nos origines. Et là, vous avez rejoint du côté de chez votre grand-père? Oui. Et là, il était toujours là? Non, il était mort. Vous savez ce qui lui était arrivé? Il était mort, mais il est mort d'une maladie. Il n'a pas été tué. Et donc à ce moment-là, vous avez revécu... Oui, là, je suis arrivé donc, chez mon grand-père. Et ma mère était rentrée avant, donc était aussi rapatriée, mais avant nous. Donc elle était arrivée avant et une détente aussi. Donc chez mon grand-père, il n'y avait plus personne, il n'y avait que ces deux-là qui étaient là, mais ils avaient été bien accueillis par les voisins, par les gens qui étaient cachés chez nous pendant le génocide. Et là, on l'a vu, ils étaient bien habillés, moi j'étais encore sale, et je me souviens quand je les ai vus, c'était plus les mêmes personnes que j'avais vues dans la forêt, la dernière fois dans la forêt à Kisangani. Et donc j'arrive là-bas, et puis moi j'étais petit déjà, je ne savais même pas le chemin en fait. Je me souviens que c'était le jour du marché, et les gens qui allaient dans le marché de la commune, et ils me voyaient comme mon grand-père était connu, donc il y a beaucoup qui m'ont reconnu et qui m'ont conduit chez mon grand-père. Et donc je suis arrivé là-bas et je les ai trouvés là-bas. Et ainsi de suite. Et j'ai dit à ma mère aussi que donc son mari et ses deux autres enfants étaient vivants, donc elle était contente d'avoir les nouvelles aussi. Et voilà. Et puis après, pourquoi il y a une chose que j'aimerais quand même raconter, même après cette histoire-là, la vie a continué. Je vais parler dans d'autres détails qui sont un peu personnels, mais j'ai pris l'école et j'ai commencé à étudier. Et quand j'étais en 3e secondaire, vous vous souvenez de Gaston que je vous ai parlé, le militaire qui était à KCC, ouais. À Roula, à Kisangani, tout près de Kisangani, à Roula, qui était militaire. Donc il y a eu une période au Rwanda où les gens qui étaient dans l'armée, je pense qu'ils faisaient les études avant, je ne sais pas, ils ont retourné dans les écoles. Et ce type est venu dans ma classe. Donc on a étudié. Il était plus âgé, mais... Il était plus âgé, mais donc c'est un militaire, mais bon, pas plus âgé, je crois qu'il avait une trentaine d'années, ou je sais pas, ou 28, quelque chose comme ça. Donc il est venu dans la classe. Moi j'étais en 3e secondaire, lui, mais il est venu donc étudier aussi. Donc on était dans la même classe. Donc j'ai étudié avec ce type qui pouvait être parmi les gens qui étaient en tout cas parmi les gens qui nous ont massacrés et qui peut-être a tué aussi ma famille et qui était mort à Roula. Donc lui il me connaissait avant le génocide. Donc là il m'a reconnu aussi. On parlait comme des gens qui se connaissaient, mais lui ne savait pas cet épisode de Roula que je reconnais. Vous l'avez jamais évoqué, vous n'avez même jamais raconté? Je ne pouvais pas. Mais lui, c'était connu qu'il avait été là-bas, ou bien lui, il n'en parlait pas non plus? Il n'en parlait pas, mais c'était connu que c'était militaire. Tout le monde savait que c'était militaire. Mais déjà, les militaires qui venaient étudier, c'était une période où au Rwanda, ils parlaient de la démobilisation, quelque chose comme ça. Le fameux démob. Oui, voilà. Donc c'était cette époque-là donc, où lui est venu étudier. Et puis, je me souviens que même je lui ai expliqué une fois les mathématiques, parce que j'étais plus fort en maths que lui. Mais chaque fois, j'avais peur quand il me rapprochait. Je sentais mon cœur qui battait trop fort, mais il n'a jamais su
aussi que je connais ce qu'il a été jusqu'à Kisangani. Mais bon, tout le monde savait qu'il était militaire, mais personne ne savait c'était épisode noir et qu'il a fait partie des gens qui ont massacré des milliers de gens dans les forêts de Kisangani, quoi. Vous avez pu parler de cette histoire à quelqu'un au Rwanda, en dehors de la famille proche, ou bien Non, parce ça devient tabou? tu pouvais rien raconter parce que déjà c'était une honte d'avoir été... Tous les gens qui rentraient du Congo, on les appelait les Tingi Tingi. On les appelait les gens de Tingi Tingi. Je ne sais pas pourquoi ils ont retenu son nom. Moi, j'ai eu la chance parce que j'étais petit, donc j'avais pas d'autres histoires. Mais je sais que, par exemple, ma tante, quand elle est retournée à l'école, et vu qu'elle est retournée dans la même école où elle était avant le génocide, et qu'elle est venue 3 ans après, donc tout le monde a su qu'elle n'était pas au Rwanda, qu'elle était partie, et qu'elle était réfugiée au Congo. Donc c'était une honte de faire partie des gens des anciens réfugiés du Congo, quoi. C'était une honte. Et donc les gens pouvaient te dire facilement tu es né la Ramoué, tu es génocidaire, et ainsi de suite, et parce que tu as fui. Donc c'était une honte, on n'a jamais dit. Par exemple, nous, pendant la période de mémoire du génocide, quand on était à l'école et que les rescapés, les enfants rescapés du génocide étaient, avec la mémoire du génocide, avaient présenté des traumatismes et qu'on devait les conduire à l'hôpital, et on aidait ces enfants aussi à aller à l'hôpital. Mais nous, on ne pouvait pas évoquer ce qu'on a vécu. Et pourtant, j'imagine que c'est la même chose. Par exemple, pour votre famille qui a été massacrée à KCC, vous avez pu, par exemple, est-ce que c'est possible, ne fût-ce que faire une messe ou pas parler d'eux? On ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler parce qu'en fait, quand on est rentré au Rwanda, le fait qu'on ne nous a pas tués, la majorité des gens l'ont pris comme une grâce. Le fait qu'on nous a poursuivis au Congo et que quand même tout ce qu'on avait vécu, tout ce qu'on avait vu, on n'a pas été tué, et puis qu'on est arrivé au Rwanda et qu'ils ont, en tout cas ceux qui n'ont pas été emprisonnés, ont eu la chance de vivre comme les autres personnes qui étaient au Rwanda. Les gens l'ont pris comme si c'était une grâce. C'est pas comme si vous étiez limite reconnaissant envers les autorités rwandaises, reconnaissant de nous laisser de ne pas les avoir tués, voilà. De les laisser vivre sans... Voilà, c'est vraiment ça. Donc on ne pouvait pas évoquer cet épisode-là, même dans la famille, même on n'en parlait jamais. Vous aviez aussi ce sentiment, ou bien c'était plutôt... Vous avez aussi un sentiment de reconnaissance envers les autorités rwandaises Mais bien sûr. De ne pas vous tuer? Oui, bien sûr, parce qu'on avait peur. Tu t'imagines quelqu'un qui t'a poursuivi pendant je ne sais pas combien de kilomètres, et puis au final tu te mets dans ses bras, et au final il ne te tue pas. Donc nous on ne s'entendait pas à vivre normalement quand on arrivait au Rwanda. Okay, donc on est dans un tel état d'esprit que même le fait de ne pas être tué, on se sent vraiment... Ces idées vraiment se sont enfouies très loin. Très loin, on était reconnaissants. Je me souviens que même à l'école, et il y avait beaucoup de jeunes qui ont été au Congo, mais personne ne pouvait l'évoquer. Certains même préféraient dire qu'ils étaient rescapés du génocide, et s'ils étaient dans une école où les gens ne les reconnaissaient pas. Il y en a beaucoup qui se surnommaient rescapés du génocide, et jusqu'à ce qu'il y ait des épisodes où le FARG est venu et la RIG est venu, alors les jeunes ont commencé à savoir... Le FARG, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le fonds d'assistance pour les rescapés du génocide, qui payait donc le Minerval, qui donnait du matériel, mais pour faire partie du FARG, il fallait avoir rempli les documents dans son village d'origine, ce qui faisait que donc, les gens ont commencé à reconnaître qui est qui. Mais avant, il y a beaucoup de gens qui sont nommés rescapés du génocide alors qu'ils venaient du Congo et qu'ils n'osaient pas dire qui ils sont vraiment. Ouais. Et aujourd'hui, avec le recul, vous dites quoi par rapport à cette histoire, et surtout par rapport à ce sentiment de reconnaissance de ne pas... Qu'est-ce que vous... Mais en fait, ça ne fait pas longtemps déjà que... Vous voyez, ça fait beaucoup d'années, mais ça ne fait pas longtemps que je me suis souvenu de ces histoires-là. Parce qu'à la maison, c'était impossible de parler. Même entre nous, on ne pouvait pas en discuter. Ma mère, elle ne voulait jamais qu'on évoque cette histoire. Donc, je pense que c'est peut-être ce qui a contribué, comme mon frère a tout complètement oublié tout ça. Et du coup, on n'a jamais parlé de ça, on n'a jamais évoqué de ça. Actuellement, je vois plein de gens, alors qu'on est en Belgique, qui disent qu'ils ont vécu la même chose que moi.
j'étais étonné de voir que ces gens-là existent. Parce qu'en fait, c'était vraiment des choses qui étaient enfouies, où on voulait faire notre vie, où on voulait jamais parler de ça, on voulait... C'était une honte, en fait. C'était une honte. Et par exemple, ma tante qui est morte à Kisangani, c'était ma tante qui m'avait élevé parce qu'elle a vécu longtemps chez mon grand-père. C'était elle qui m'a élevé. Mon frère, on n'en parlait jamais. Il n'y a même pas ces photos. Je me souviens une fois, j'ai mis une photo sur mon statut WhatsApp de lui qui, une de mes tantes m'avait envoyé une ancienne photo, mais je te dis pas quelle était la colère de ma mère. Qui est sa sœur pourtant, c'est ça? Oui, c'est son frère, quoi. Mais ma mère ne veut même pas que tu mets sa photo sur ton statut WhatsApp. Alors que... Donc, je crois qu'ils sont. Pourquoi la colère? C'est la peur d'avoir des problèmes ou le désir d'enfuir, de ne pas en parler? J'ai beaucoup de choses que je ne sais pas expliquer. Ils sont traumatisés déjà parce que les plus âgés, je crois qu'ils sont plus traumatisés que nous. Et puis le fait d'être tranquille et qu'il n'y ait personne ne puisse te dire quoi que ce soit. Hein. On ne peut même pas dire... Je sais que c'est le frère de ma mère, il a sauvé plein de gens dans le quartier d'où habitait ma mère. Parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient dans les partis. Il y avait des Tutsis, il y avait aussi des gens qui étaient dans les partis d'opposition, qui pendant le génocide ont été majoritairement recherchés pour les tuer. Je me souviens d'une dame, cette dame elle est morte malheureusement, mais elle a ses enfants qui sont ici en Belgique. Cette dame a cherché mon oncle pour lui donner même sa maison quand on est rentré, parce que mon oncle était mort, parce qu'il a sauvé plein de gens. Il a entendu les gens qui... Parfois il arrivait, les Énerams étaient là, il venait avec ses amis, il sauvait tous ces gens-là. Et tous ces gens-là, on l'ont cherché après le génocide pour le remercier. En tout cas, je dis tous ces gens-là, mais une partie de ces gens-là l'ont cherché pour le remercier, parce qu'il les avait sauvés, mais on n'a jamais dit même qu'il est mort là-bas. On n'a jamais... On n'a jamais En fait, dit. cette histoire, c'est comme si pendant beaucoup d'années, elle était enfuie comme inexistante. Et c'est seulement arrivé en Belgique que de nouveau, vous avez pu... Même en arrivant en Belgique, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça. Vous êtes arrivé en quelle année en Belgique? Je suis arrivé en 2008. 2008, donc près de 20 ans plus tard, en fait. Enfin, plus de 20 ans. De 13 ans, ouais, près de 20 ans, ouais. En 2008, donc je suis arrivé en Belgique, je n'en parlais pas, je voulais même pas... Personne ne savait qui j'étais, il y avait même beaucoup de gens qui pensaient que j'étais autre chose. Et puis, c'est récemment, peut-être pendant le confinement du Covid, qui a fait qu'on avait beaucoup plus de temps de regarder ce qui se passait sur YouTube et ainsi de suite, que je suis tombé sur cette vidéo, que j'ai vu qu'il y avait pas mal de témoignages des gens qui ont vécu là-bas. Il y avait une fois, quand même, où quand je suis arrivé en Belgique en 2008, il y avait une personne qui avait écrit un livre. Dans son livre, il figurait les membres de ma famille qui sont morts à KCC. C'est quel livre, vous vous souvenez? Je crois que c'est le livre de Maurice Nibessé. Récit d'un... Oui, mais je ne sais pas quel livre exactement. Le peuple rwandais, un pied dans la tombe? Peut-être, je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est la seule personne qui m'avait montré ça quand je suis arrivé en Belgique, mais je n'ai pas suivi non plus. Mais c'est récemment que j'ai essayé même de prendre contact avec lui, mais difficilement, mais voilà, non, c'était vraiment des idées enfouies. En fait, c'était une souffrance enfouie et ça me fait peur pour les gens plus âgés comme ma mère et qui n'osent toujours pas en parler, comme beaucoup d'autres qui sont au Rwanda qui n'osent pas en parler alors qu'ils ont perdu les personnes directement là-bas et qu'ils ont énormément de blessés. On garde encore les cicatrices sur nos jambes et sur nos corps de cette époque-là. Et vous pensez que ce silence imposé, le fait d'enfuir, a des conséquences aujourd'hui ou bien Je pense que psychologiquement, parce qu'on a vu quand même au Rwanda que les rescapés du génocide peuvent s'exprimer et que ça guérit parfois. Ça guérit des blessures et qui sont enfuies à l'intérieur. Et quand on ne sait pas en parler, je ne sais pas ce que ça peut produire, mais je pense que ça a quand même des conséquences sur la vie mentale des gens et sur beaucoup de choses. Tu as 3 frères qui sont tués là-bas et leurs enfants, tu ne peux pas en parler. Tu ne peux même pas mettre une bougie parce que tu n'oses pas dire que les gens sont morts là-bas. Mais j'imagine quand même qu'il y a des conséquences. Moi aussi, maintenant, quand j'y pense, quand j'y réfléchis, je sens quand même la douleur qui est là alors que j'étais jeune et que j'étais, entre guillemets, protégé. Donc, d'autres qui étaient plus âgés que nous, je pense qu'ils ont encore beaucoup de blessés à l'intérieur et il y en a beaucoup qui
Donc, peut-être que nous, on a même eu la chance de réussir après, mais il y en a d'autres qui sont arrivés au Rwanda, les orphelins. Il y a pas mal de familles brisées qui sont là-bas, qui ne peuvent pas en parler. Donc je pense que c'est encore plus grave que ce que nous on a vécu. Alors ici, comme vous le dites très bien, on sent vraiment dans la communauté rwandaise, peut-être aussi encore plus depuis le confinement, on a l'impression qu'il y a une certaine libération de la parole, parce que je pense qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on puisse voir un témoignage qui passe, surtout en Kinyarwanda, sur YouTube. Mais par contre, au niveau du traitement médiatique en Belgique francophone et aussi en France, les seules fois où on entend parler de ces histoires, on a l'impression que c'est plutôt dans une... L'histoire est un peu déformée. Je pense par exemple récemment, on a eu Antoine de Saint-Exupéry, Patrick de Saint-Exupéry, qui a écrit le livre La Traversée. Il va raconter une histoire qui a l'air, qui correspond pas du tout à celle que vous décrivez. On a entendu par exemple le président Paul Kagame il y a quelques jours sur France 24 en train de dire qu'il n'y a eu aucun crime en RDC. Je voulais savoir, quand vous voyez le traitement médiatique fait par rapport à cette histoire en Belgique et en France, quel est votre sentiment par rapport à ça? C'est triste. Je ne peux dire que c'est vraiment triste parce que c'est pas un film qu'on raconte. C'est du vécu. C'est une histoire que je peux écrire, même des livres. Et là, je vous ai épargné pas mal de détails, mais c'est triste. C'est triste. C'est triste parce que c'est vraiment c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Tu peux pas me dire tu es un garçon alors que tu es une fille alors que je suis un garçon. C'est impossible. C'est impossible. Je l'ai vécu moi-même de A à Z. Personne ne me l'a raconté. C'est mon histoire. C'est mon vécu. Et c'est le vécu de ma famille et c'est le vécu de millions de gens, des millions de gens. Des gens que je connais et qui peuvent encore témoigner tout ça. Moi, j'étais encore enfant. Il y a des choses que j'ai oubliées, mais ça, ce que nous, on a vécu, il y a d'autres qui ont vécu plus que ça, qui ont continué à marcher, qui ont été arrêtés plusieurs fois, qui ont tout perdu, qui ont perdu tous les membres de leur famille. Donc, je ne comprends pas des gens, comment les gens qui peuvent écrire des choses ou alors c'est politiquement, ils sont influencés politiquement, je ne sais pas. Paul Kagame, peut-être que lui, il le nie parce que c'était l'auteur principal, c'est lui qui a dirigé tous ces militaires et qui ont fait tous ces crimes. Ce que je ne comprends pas, c'est les autres personnes qui viennent raconter n'importe quoi, alors que c'est notre histoire. Et tu peux dire ce que tu veux, mais tu ne vas jamais effacer la mémoire des gens, des gens qui sont morts là et les gens de nos familles qui sont morts là. Moi, j'ai grandi sans cousin parce que tous mes cousins ont été tués là-bas. Donc, tu ne peux pas me dire le contraire, alors que je l'ai vu moi-même avec mes yeux et je l'ai vécu moi-même. Est-ce que vous avez peut-être un message particulier à adresser? On va peut-être d'abord commencer, comment parler de ces médias, du public belge, d'abord à la Belgique, ou à la France aussi, vu que c'est un peu le même milieu, et après on viendra peut-être au message envers les Rwandais. Mais je pense que tous ces étrangers, ils sont la plupart du temps influencés politiquement. Malheureusement, je ne pense pas que j'ai grand-chose à leur dire. À part peut-être aux autorités belges, peut-être. Est-ce qu'il y a des attentes envers? Parce que c'est un pays d'accueil, donc voilà, un pays qui vous a accueilli, donné le statut de réfugié, peut-être la chance d'une nouvelle vie. Est-ce que, par rapport à l'histoire vécue, est-ce qu'il y a des attentes par rapport aux autorités belges? S'ils pouvaient au moins permettre aux personnes qui ont vécu cette histoire de pouvoir le raconter, que ça puisse passer à la télévision, que ça puisse passer dans les médias, qu'on attend une autre version. Parce qu'on attend, c'est vrai que les Tutsis ont été tués au Rwanda, oui, il y a eu un génocide, on ne nie pas, on l'a vu, mais il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont été massacrées, nous autres et nos familles. Pourquoi ne pas permettre à ces gens-là de pouvoir aussi exprimer leur douleur et qu'on puisse aussi raconter notre histoire comme on l'a vécu. On n'est pas des extrémistes. Moi j'étais jeune, même ma famille, personne n'a tué personne, on a plutôt sauvé les gens. Je ne comprends pas comment on peut accepter une version mais pas une autre. Et c'est notre histoire et c'est notre vécu. Et au Rwandais, vous avez un message à adresser, notamment par rapport au climat que vous voyez en Belgique? Comment vous voyez la cohabitation des Rwandais après toutes ces cicatrices Pour les Rwandais, je pense qu'on a tous des blessures. Je pense que tous les Rwandais, rares sont les Rwandais qui n'ont pas perdu les gens pendant
le génocide ou pendant ces autres massacres et ces autres tueries qui ont suivi le génocide. Je crois que tous les Rwandais connaissent, au moins chaque Rwandais connaît ou a perdu quelqu'un dans ces deux guerres, dans ces deux histoires. Donc pour les Rwandais, pour moi, ce serait bien qu'on puisse se parler, qu'on puisse commémorer ensemble nos morts, qu'il n'y a pas une partie qui ont le droit de se souvenir, de commémorer leurs morts, et que notre partie doit garder leurs idées enfouies au fond de leur cœur. Je crois qu'on devait se parler, on devait construire un futur, parce qu'une fois qu'il y a une partie qui est toujours qui ne s'exprime pas, qui garde ces choses dans leur cœur, c'est aussi une source de haine qui reste parmi les gens. Je pense que le fait d'en parler, le fait de discuter ensemble, le fait de commémorer ensemble permettrait que la vraie réconciliation, permettrait en tout cas la vraie réconciliation des Rwandais. En tout cas, c'est ce que je pense. Et moi, je cherche la paix. Je vais pas à une autre guerre, je vais pas à un autre génocide, mais il faut que la vérité soit dite comme elle a été vécue. Pas d'une partie et pas une autre. Vous avez un espoir pour l'avenir du Rwanda? Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Non. Je n'ai pas beaucoup d'espoir par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours le dominant et le dominé, et que le dominé ne peut pas parler, mais le dominant peut faire tout ce qu'il veut. Et donc, pour le moment, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Parce que ce qui a été raconté de ce qui s'est passé au Congo, d'après le génocide a été raconté d'une façon comme les gens l'ont vécu, donc ils le racontent comme ils l'ont vécu, mais nous on ne peut pas raconter notre histoire comme on l'a vécu. Et je ne pense pas que tant que cela n'est pas fait, la vraie réconciliation, il n'y en aura pas. Moi, je n'ai pas la haine contre personne, et même sur Gaston, je lui expliquais les maths alors qu'il a massacré une partie de nos amis, de nos familles. Mais je ne vois pas l'espoir si on n'arrive pas à s'exprimer correctement, à parler de ce qu'on a vécu, à permettre à tout le monde en fait de vivre ce qu'il a vécu comme son histoire, son propre histoire. Je pense que c'est impossible, et on construit toujours sur le sable, et donc à un moment donné ça risque de tomber. Merci beaucoup en tout cas.